Salut les gens, comment ça va? Bien. Ouais. Et toi? Oui, ouais. Et personne lui demande à chaque fois, c'est vrai ça. Oui. Bon, ça va. Bienvenue dans l'horreur du dimanche, le podcast du blablablablabli, blablablablou, le podcast du frisson bou. Bouh. Wow. T'as trouvé que ça en ou? Ouais. Blablablablabli, blou. Et oui, car me revoilà déjà devant le micro, à peine une semaine plus tard, à raconter les mêmes trucs. C'est à croire que je n'ai pas bougé depuis. Brice, est-ce que tu peux me retirer mes sangles? Elles sont vraiment un peu trop serrées là. Oui, mais là c'est bon, on a repris de l'avance. Tu peux. Il fait non de la tête. Détacher, je peux me gratter le nez quand je veux en fait, tu vois. T'iras pas aux toilettes. Bon, mais okay. C'est le vieux dans Don't Breathe. Ouais. Le vet. Le veto. Un peu moins serré quand même. Bon, d'ailleurs, le thème n'a pas beaucoup bougé lui non plus. Décidé à la va-vite dans l'urgence au décours immédiat de l'enregistrement de l'épisode précédent, après les graines, ce fut l'œuf ou la poule. Je vous laisse sur un mur qui picore du pain dur. Je vous laisse vous interroger sur le signifiant psychanalytique certain d'un tel choix. Moi j'ai mon idée. C'est Camille qui a choisi. Non. J'ai mon idée, mais j'ai le temps d'y penser. Ça fait une semaine que je suis là. Bon, alors évidemment, vous le verrez parmi la sélection des films de ce soir, aucune poule, parfois pas même d'œuf. Et un choix que l'on pourra qualifier comme émanant de l'esprit malade d'une détraquée. Coucou Camille, ça va? Mais pourquoi c'est moi? C'est de la faute de Léo. C'est Léo qui a choisi un film qui nous a foutu dans le thème. C'est vrai. Tout. Je pense à ton film. Je pense oui. Coucou Léo, ça va? Ouais. Okay. Quel talent, quel talent, l'homme orchestre. Hein, ouais. Et là, c'était pas un sample, hein, c'était vraiment toi. C'était une vraie poule, j'en ai ramené une. Et Lola, la trentaine bien tassée, ça va? Bah oui, ça va. Là, je peux pas vous faire le bruit de la poule qui pond parce que ça va être gênant, mais voilà. Ça va. Laisse l'imaginaire. Ou Léo peut-être le fera tout à l'heure. Non. Ça va trop loin. Et à la technique tout juste sortie de sa coquille, il est à fois l'œuf et surtout notre magnifique poulet. Une seule question, cependant, l'aile ou la brisse? Oh. Ouais, j'ai eu une semaine. Hein. Voilà. Hein. C'est au niveau de ce qu'on peut produire. Bon, SO frérot Brice, bravo. Voilà, merci Brice. Merci Brice. L'horreur du dimanche, épisode 67, c'est parti, c'est maintenant. 6-7. Ah oui. TikTok, tout ça, les jeunes. Je l'ai. C'est parti, c'est maintenant. Et on commence avec le film de Camille, je crois. Oui, et je vais vous parler de Killer Joe. I need $6,000 or some guys are gonna kill me. Better get out of town, quick. You ever hear of Joe Cooper? He's a cop, a detective actually. Got a little business on the side. What's he do? He kills people. Mom's got a $50,000 life insurance policy. Killer Joe's a professional. He'll do this right. This murder we're talking about. I heard y'all talking about killing Mama. I think it's a good idea. My payment is $25,000 in cash in advance. We have a problem with the advance. No exception. Of course, we never discussed the possibility of a retainer. What do you mean? Hey man, you talking about my sister? Who you into for this money? What'd he say he'd do to you if you don't pay him? And if I tell you the deal's off? And you'll never see me again. Do it. A toast to my future wife. My sister never did nothing to nobody. I can't let you have her. I'm not leaving until I get my money. You know I'll kill you. It smells heavenly. Who would like to say grace? Ouais, bon, on dira pas ce qui s'est passé en off. Déjà en train de rire comme teuteux, de glousser comme des poules. Ah bah voilà, putain, c'est ça que j'aurais dû faire. Poule.
Vous allez entendre la poule qui pond, mais ce sera moi en fait. La poule des faubourgs. Oh non. Pardon. Ça va trop loin. Donc, Killer Joe, un film de William Friedkin, l'avant-dernier de William Friedkin, dont on avait déjà parlé pour Bug, qui était le film en fait qu'il avait fait juste avant. Donc c'est un film qui date de 2011. Et au casting de ce film, il y a que les stars. On commence par Matthew McConaughey qui joue donc le Killer Joe. Il y a Emile Hirsch qui joue Chris. Emile Hirsch, c'est celui qui était dans Into the Wild. Notamment, ouais. Dottie qui est jouée par Juno Temple, actrice qu'on aime beaucoup, qu'on avait vu dans Kaboom, Magic. Ouais. D'autres trucs très cool. Il y a Ansel, le père, qui est joué par Thomas Hader Church. C'est celui qui joue l'homme sable dans Spider-Man de Sam Raimi. Dans le 3. Dans le 3. Oui, incroyable. Ouais. Qui a une sacrée gueule, moi je trouve. Et Charla, qui est jouée par Gina Gershon, que j'adore. Qui joue dans Showgirls, évidemment. Oui. Et dans Bound. Et dans Riverdale. Voilà. Ah je l'avais déjà dit pour Showgirls, mais je le retire. Et moi, à chaque fois, je suis choquée parce que je me souviens pas. Donc c'est parfait. Lola, c'est notre experte Riverdale. Parce qu'on est jeune. Voilà. Spécialiste Alors, Riverdale. je tiens à spécifier que Killer Joe, c'est pas juste mon esprit malade qui y a pensé, c'est surtout celui de Thomas. Oui, c'est vrai. César, ce qui était César. C'est vrai. Thomas devait parler de ce film et puis il m'a gentiment proposé d'échanger parce qu'effectivement, j'aime beaucoup ce film par rapport au bousin dont il va vous parler lui. Ah ouais. C'est la balle est prise, mais elle est méritée. Ouais. Je pense que sinon, ça aurait été un peu compliqué de faire une chronique sur ce film-là. Alors, donc Killer Joe, c'est un film donc signé Friedkin. Pas besoin de vous présenter le monsieur. Simplement, je voulais spécifier qu'il a quand même 76 ans au moment où le film sort. C'est pas genre un petit jeune. Ouais. Et pourtant, le film, pour moi, a une espèce d'énergie, de gratuité, de violence et d'amour, de la débilité, de la vulgarité qui, d'habitude, est plus liée à une classe d'âge jeune, quoi. Ouais. C'est vraiment très cracra. Il ne s'est pas s'agit. Bonne nouvelle. En gros, pour vous faire un résumé, c'est assez simple. En 5 minutes, on a vraiment un décor qui est posé. On a le brasero, la vieille voiture américaine, les caravanes, la belle-mère nue. Alors, ce plan d'ouverture, elle a une perruque. Comment est-ce qu'ils disent? Fan wig. Je vous laisserai chercher sur internet. Donc voilà. La navigation privée, si vous voulez. Pas devant le patron au boulot. Ou dans les transports publics. Je vous conseille pas, non. Donc on a donc le fan wig. On a le père qui est en pyjama intégral troué. Qui zappe à la télé. Oh là là. C'est une sorte de Lucky Luke, mais redneck, quoi. Qui zappe à la télé entre un film policier en noir et blanc et le rodéo. Et les Monster Truck. Nous, on appelait ça un trou la bite. Thomas, dans votre famille oui. D'accord. Ça suffit. Tu vois, on a la mythologie familiale qui s'en mêle. Je vous conseille pas non plus de faire ça pour ce film. C'est des séances, beaucoup de séances. Donc le beau-père qui regarde la télé, donc je disais, en demandant évidemment une bière, et qui sépare ensuite une baston entre sa dulcinée et son fils qui s'insultent. Ensuite, évidemment, la baston, elle se déroule entre le père et le fils pour qu'il enfile un ben. Ça veut dire un pantalon. Parce qu'effectivement, Chris, le fils, a un truc à dire à son père en privé. Donc, quoi de mieux que d'aller dans un club de strip bien dégueulasse avec son père, pour parler T'as pas une anecdote familiale à raconter Oui, je pense que c'est le moment là de... Non, moi j'ai peut-être un truc à dire, c'est que ce film, je l'ai vu parce que mon père m'avait mis sur une clé USB en me disant, tu vas partir à Marseille, t'as 3 heures de train, bah tiens, regarde ce film-là. Je l'ai adoré, ça m'a fait penser à toi. Genre, c'est ça, c'est super ça. Cool. J'extrapole, mais c'est un peu ça. Je me souviens que j'ai eu un fou rire dans le train en me disant, bon, on va reprendre encore des séances. Nous, c'est notre père, le trou la bite. Je précise. Tu vois. Voilà.
Ah merde, j'ai perdu le contrôle. J'avais une migraine, j'ai plus d'énergie. Je peux plus. Et on n'est qu'au premier film, hein, c'est la catastrophe. Donc, bon, comme vous l'avez compris, c'est vraiment Redneck Land. On est au Texas, mais vraiment dans le trou du cul du Texas. Et en fait, Chris explique à son père que le plan est assez simple. Chris est dans la grosse merde parce qu'en fait, il doit de l'argent à des mecs véreux à qui il a emprunté de l'argent pour dealer ou je ne sais faire quelle magouille, quoi. Des bikers. Donc c'est la panique totale et il vient avec un plan qui semble parfait mais qui évidemment est foireux. C'est on va faire tuer Adèle, la mère, qu'on ne verra jamais. Oui. Parce qu'elle a une assurance vie à $50,000. Donc, si on la flingue, c'est super. Après, on récolte. Et évidemment, ils ont quand même conscience un peu de leurs limites. C'est le seul moment du film où ils auront conscience de leurs limites, je tiens à le dire. Parce qu'ils se disent, nous, on va pas réussir à le faire. On va engager un mec qui s'appelle Killer Joe, qui, le jour, est un flic et la nuit, est un tueur à gages. Donc, ils contactent Killer Joe qui leur annonce qu'il prend 25K. Ça fait cher quand même. Ouais. Sur 50, c'est beaucoup. Et qui demande une caution d'Oti, la petite fille, ou alors plutôt la virginité de Dottie, parce que c'est vraiment ça la monnaie d'échange dont tous les hommes parlent en permanence. C'est le fait que cette jeune femme, elle n'a jamais vu le loup. Voilà. Évidemment, vous le sentez venir. Tout va tourner vinaigre. Et même pire que ça, ça va être la cata totale. Et je m'arrête là parce que je voulais pas trop spoiler. Donc on va dire 2-3 trucs évidemment sur le film. Mais c'est un film qui commence comme énormément de films américains dont on a l'habitude. La figure du tueur engagé pour flinguer quelqu'un dans la famille pour récupérer de l'argent et les choses qui se déroulent un peu mal. Mais là où Killer Joe est mémorable, c'est dans la violence qu'il déploie. Je tiens à dire que donc Matthew McConaughey, c'est un acteur que vous connaissez, qu'on connaît très bien maintenant pour des grands rôles, mais à l'époque, pour recontextualiser, c'est quand même quelqu'un qui a été découvert dans les années 90, qui était vraiment un espoir du cinéma indépendant américain, et qui, dans les années 2000, prend une tangente beaucoup plus commerciale, et ça devient un lover boy. Il participe à un tas de films pas très intelligents, romantico-neuneux, où il joue toujours le beau gosse à draguer et tout ça. Et en fait, Killer Joe, c'est vraiment une espèce de grosse rupture. C'est un nouveau tournant qu'il avait entamé déjà avec Magic Mike, qui était sorti l'année d'avant, de Soderbergh, et avec Mud de Jeff Nichols, qui était quand même pas mal. Mais je dois dire que dans Killer Joe, il y a un truc très particulier qui se passe parce que cet acteur qui d'habitude est connu pour être un méga beau gosse, très sexy, souriant et gentil, là est terrifiant. Il a... Dottie dit de lui beaucoup, ses yeux font mal, et moi je trouve que c'est vrai. Je trouve que Friedkin a réussi vraiment à puiser chez cet acteur quelque chose de quasiment animal. Évidemment, Killer Joe, c'est une espèce d'allégorie aussi du diable. Et je trouve que vraiment Matthew McConaughey, il est parfait dans ce rôle-là. Et à l'époque, la presse avait vraiment salué sa performance en parlant du rôle de sa vie, en gros. C'était évidemment avant True Detective, notamment. Juste pour vous donner quelques éléments sur le film, c'est un film qui est donc tiré d'une pièce de théâtre qui avait été écrite en 91. C'est la première pièce écrite par Tracy Letts. Si vous êtes habitué du podcast, que j'espère, ce nom ne vous est pas inconnu parce qu'en fait c'est la deuxième collaboration entre Friedkin et Tracy Letts, qui avait déjà collaboré pour Bug. Ouais. D'accord. Donc là c'est le film après Bug et c'est une nouvelle collaboration. Exactement. D'ailleurs c'est très proche formellement. De Bug. Oui, c'est vrai. C'est aussi ce qui explique, je pense, le rythme du film, notamment dans sa deuxième partie en intérieur, où en fait c'est vraiment un lieu unique dans lequel la caravane, dans lequel se déploie toute la violence et toutes les interactions entre les personnages. Et c'est vrai que ça fait très théâtre aussi, mais c'est pas du tout déplaisant. Alors les potards sont à fond, il faut le dire dans ce film-là. Attention aux âmes sensibles quand même. C'est un film qui est méchant avec ses personnages. Les personnages sont odieux, mais à un niveau
je pense qu'on a rarement vu. C'est-à-dire que c'est pas juste des beaufs, c'est en plus des beaufs qui sont extrêmement désagréables les uns avec les autres, qui ont envie de se... Ça en devient drôle quand même. Ouais, mais qui se font des coups de Trafalgar dans tous les sens, qui se détestent tous. Enfin, il y a vraiment dysfonctionnel fois 1000. Et le traitement des femmes est aussi ultra brutal dans ce film-là. Je peux pas ignorer que au moment de sa sortie, il y a eu quand même énormément de critiques contre ça. Et je peux l'entendre, parce que c'est vrai que les personnages féminins sont vraiment maltraités à un niveau assez extrême, notamment avec du poulet. Oui. D'où le jeu de ce film. Voilà. Oui. Mais je trouve que ce n'est pas du tout un film... comment dire, c'est pas un film contre les femmes. Je veux dire, le film est tellement violent sur les interactions entre les personnages, tellement dur sur la vision de l'Amérique, que je trouve que c'est plutôt un film qui regarde le diable dans les yeux pour exorciser justement ce diable-là, quoi. C'est pas, il y a pas de désir, enfin il y a pas de plaisir dans le fait de maltraiter. En tout cas, moi, je ne trouve pas. Non, et puis, je sais pas ce que vous en avez pensé. Et puis la violence, elle est quand même émise par des personnages qui sont caractérisés comme étant des gens détestables. Enfin, il n'y a pas trop d'ambiguïté, je trouve, sur ce qui est montré, quoi. En tout cas, c'est mon avis. Mais oui, après, il n'empêche que c'est extrêmement... Il y a en particulier une scène assez longue, extrêmement violente et qui, oui, peut déranger. Elle dérange. Et elle est faite pour ça. Oui. Ouais. Moi, j'adore Killer Joe. Je l'ai vu un sacré paquet de fois. En fait, j'aime bien ce dernier mouvement de la carrière de William Friedkin. Parce que je trouve qu'il sort complètement de... En fait, il a toujours été... Enfin, je trouve que c'est quand même un film qui ressemble à sa carrière. Enfin, ça ressemble à ses films. Et voilà. Mais il laisse complètement tomber toute la virtuosité formelle. L'espèce... On a l'impression qu'il se concentre sur des tournages qui doivent être quand même un peu plus resserrés, quoi, en termes de budget, en termes de lieux. D'où je pense l'idée d'adapter du théâtre, parce que ça permet de faire ça. Et ça ressemble beaucoup à Bug, hein. Enfin, la caravane, c'est un peu la chambre de motel de Bug. Enfin, c'est très très proche. Et moi, j'aime beaucoup ce truc-là parce qu'il y a beaucoup moins de virtuosité formelle. Alors quand je dis virtuosité, ça veut pas dire que c'est moche et que c'est pas bien fait, hein. Non, ça tire pas la tronche niveau lumière. C'est quand même très très beau et c'est très très beau et très très maîtrisé. Mais il va pas chercher. Tu vois, c'est pas Sorcerer ou même L'Exorciste où il va chercher une espèce de grandiloquence dans la mise en scène et tout ça. C'est vraiment très très c'est assez sobre en fait. Et voilà, et donc moi je trouve que c'est hyper d'un point de vue formel, je trouve que le film est hyper réussi. Et puis après, de toute façon, tu en as déjà beaucoup parlé et très bien. C'est un film qui est très très méchant, mais qui arrive à maintenir, en tout cas je trouve que quand on le regarde, il y a une espèce de... on en rit presque de temps en temps, quoi. Il y a des situations qui sont quand même presque comiques, tant elles tirent vers une forme de cruauté explicite et débridée, et voilà. Donc non, c'est moi j'adore ce genre de truc, quoi. Je trouve que c'est des films qui sont intéressants et puis peut-être même un peu utiles, en tout cas quand on les revoit aujourd'hui. Donc voilà. Je sais pas toi, Lélé. Oui, le ton est un peu particulier, mais moi je savais pas en le lançant que c'était tiré d'une pièce de théâtre, et en fait assez vite je me suis dit que ça ressemblait à un truc de boulevard, en fait, où tu as des personnages débiles desquels tu vas rire beaucoup de leur stupidité et tout. Et c'est vrai que Killer Joe, qui est un tueur professionnel, c'est vraiment des débiles professionnels pour le coup. Et oui, c'est pour ça que le ton est un peu particulier et qu'à certains moments, ça en devient marrant, en fait, tellement c'est des caricatures d'eux-mêmes, etc. Après, je trouve que la limite, elle est toujours assez fine entre une critique acerbe ou très violente et du mépris de classe. Et je trouve que le film est très, très border là-dessus. Et je trouve qu'il tombe pas non plus dans le mépris de classe, hein, je vais pas non plus dire ça. Mais il y a quand même un certain moment où je sais pas trop quoi en penser, mais en fait je ressors où formellement je trouve que c'est plutôt chouette. En tout cas, le côté pièce de théâtre adapté est très bien foutu, je trouve. Ça marche vachement bien. Après, les scènes de violence sont effectivement très crues et très gratos, donc ouais, c'est bien de prévenir, je pense, avant de le regarder, que ça va être comme ça. Et oui, il y a toujours ce petit truc. Moi, à la fin, je sais pas trop si
j'en tire quelque chose sur le fond parce qu'il y a quand même des choses qui me dérangent un peu, je pense, quoi. Mais bon. Blague à part, c'est un super boulevard en quasi huis clos, donc il y a quand même des trucs qui sont très chouettes dedans, quoi. Je pense que un peu plus mitigé. Ouais, mais je pense que ça t'a vraiment choqué. Ouais, mais du coup, notre Lélé est pur. Hein. Bah, c'est pur. Hein. C'est vrai. Non, mais je vois ce que moi, c'était la première fois que je le voyais aussi, donc très choqué par le film. Par contre, j'ai adoré. Enfin, je me suis même pas posé la question de c'est bizarre quand même ce que je viens de voir. Enfin. Non, mais toi, tu croyais que Killer Joe c'était le gentil. Ouais. Oui, mais parce que Camille t'en as très bien parlé, et notamment de Matthew McConaughey, qui effectivement pour moi représentait ce beau gosse qui était, même s'il était un peu torturé, et au fond il était sympa, et pendant tout le film jusqu'à la fin, j'ai dit à Brice, non mais tu vas voir, en fait je suis sûre il est sympa. Et bon, non pas trop. Ouais. À un moment donné, bon courage aux amateurs de Camille. Il s'appelle Killer Joe, il est flic, il peut pas être. C'est chaud là. C'est pas comme si on avait pas été prévenu. Oui, c'est vrai, mais je m'accrochais à une espèce d'image que j'avais de cet acteur qui ne pouvait pas représenter ça. C'est marrant, du coup, ça rejoint grave ce que disait Camille sur l'image qu'il a. Carrément, et c'est pour ça que je trouvais ça vachement intéressant. C'est que moi, vraiment, j'étais en mode non, c'est pas possible, il va y avoir un retournement, il fait tout ça pour une raison et tout. Et non, en fait, il fait tout ça parce que c'est un malade mental, c'est un psychopathe. Et bon. Du coup, ça nous a fait rigoler avec Brice. Mais moi, j'ai trouvé le film incroyable. Enfin, franchement, j'ai pas grand-chose à dire. J'étais très touchée par le personnage d'Ansel, qui est un gros nulos, hein, mais je sais pas. Ce personnage, il m'a vachement émue. Alors peut-être parce que c'est celui qui se fait le plus avoir dans l'histoire, ou peut-être qu'il est trop débile pour être vraiment méchant, on sait pas trop. Ça, il est méchant, mais en même temps peut-être un peu malgré lui. Enfin. On sent que lui, c'est pas trop calculé, quoi. On est un peu obligé de tout lui apporter en mode tu vas voir, on va faire ça. Son fils, il le maltraite comme pas possible, sa femme aussi. Enfin, personne ne respecte ce personnage, et je trouvais ce personnage vraiment très bien écrit et très très bien interprété. Donc non, moi j'ai beaucoup aimé Killer Joe. Bah oui, ouais. Puis moi je trouve que tu vois, sur la question du mépris de classe. Je voulais y revenir aussi. Parce que je trouve que c'est vraiment une critique qui a eu aussi et qui s'entend en fait, parce que c'est quand même le sujet même peut porter je pense confusion là-dessus. Moi je trouve qu'on ne tombe jamais là-dedans parce que justement les personnages sont en fait c'est parce que les personnages, ils ont une idée d'un seul coup pour en plus pas, une somme qui est quand même pas gigantesque, c'est-à-dire qu'ils doivent je sais pas 5 000 euros qui vont se partager à 4 en voilà, plus. Donc on parle vraiment pas d'un butin, c'est pas Ocean le mec dit qu'il a jamais eu $1000 sur son compte. C'est ça. Donc il y a vraiment tout qui est montré sur le fait que c'est des gens pauvres qui d'un seul coup sont trop dans la merde et qui ont besoin d'argent, et en fait c'est parce qu'ils ont accès à Killer Joe. Tu vois, c'est parce que ce personnage-là existe et que cette violence-là existe. C'est comme vraiment un pacte faustien, quoi. Que en fait tout dérape, tu vois, parce que en fait derrière ils sont rattrapés par des regrets, des remords. Enfin, il y a des questionnements quand même. Même le personnage de Chris, qui est quand même infernal, il a des questionnements sur son geste et il demande même à ce qu'on arrête tout le truc. Trop tard. Et en fait, c'est trop tard, c'est implacable. Et c'est là où le film est est très violent et tout. Mais pour moi, il montre surtout genre je sais pas, comme l'inondation du mal, quoi, et notamment dans les classes ultra populaires aux États-Unis. Et moi je trouve ça complètement vrai en fait, c'est que quand on est dans un état dans lequel la loi du plus fort prévaut, comme on entend actuellement aux États-Unis les discours, en fait ça ne mène qu'à de la violence, mais zinzin, quoi, tu vois ce que je veux dire. Donc pour moi c'est pas un regard condescendant, quoi, tu vois, pas du tout. Non, effectivement ça montre que ce système, tu vois, d'oppression et qu'entretien de la misère, tout ça produit à terme, quoi. Exactement. Tu vois, et non, moi je trouve pas que ce soit, tu vois, c'est pas, je trouve pas qu'on rigole gratuitement de gens parce qu'ils sont pauvres, quoi. Non, après c'est surtout le ton lié à l'aspect pièce de théâtre qui donne cette impression, je trouve. En fait, c'est pour ça aussi qu'il y a un peu ce flou qui traîne. Moi, c'est parce que cette espèce de ton presque comique absurde des fois,
Il peut en tout cas faire penser à s'apparenter en tout cas à du mépris de classe, alors qu'en fait moi je suis plutôt d'accord, je pense pas non plus que le film tombe dedans, mais je comprends qu'il y a eu des critiques là-dessus en tout cas. Bien Quoi. sûr. Enfin, c'est... Ouais. Mais c'est parce que je pense qu'on est peut-être pas assez, enfin on est peut-être pas suffisamment habitué à avoir de la vulgarité en face et que comme bon moi vous savez à quel point j'adore Showgirls, en fait c'est des films pour moi qui montrent une vulgarité exacerbée et c'est tu vois enfin je trouve ça intéressant que Gina Gershon soit aussi dans ce film là parce qu'elle accepte encore un rôle qui pousse tu vois les limites de l'acceptable et tout ça, et en fait moi je trouve ça important qu'il y ait des personnages comme ça qui existent. Respect à cette actrice. Mais tu peux, tu peux faire d'autres trucs. Formellement, il y a une série là qui s'appelle Trailer Park Boys où c'est que des gens dans un parc à caravane. C'est une série canadienne, par contre, c'est la différence. Et c'est pas du tout la même façon de traiter. Et ça reste très vulgaire et très. Enfin, mais je sais pas. Moi, je comprends qu'il y ait des gens qui soient interrogés là-dessus. En tout cas, quoi. C'est. Ouais. Bah, de toute façon, un film comme ça doit ça, poser des questions. Ça pose des mais questions, c'est bien forcément, d'ailleurs. Je pense que c'était le but aussi. Je pense que c'est un ça film qui te met- produit ça te quelque met mal à chose. Tu l'aise. vois. Et il a posé des questions aussi pour les acteurs parce qu'il y avait à la base Kurt Russell qui était pressenti pour jouer Killer Joe, et c'est sa femme Goldie Hawn qui, en lisant le script, lui a dit ne fais pas. Bah, c'est dommage parce que. Mais tant mieux pour Matthew McConaughey, tu vois. Parce que c'est vrai que moi je trouve qu'il y a vraiment un truc avec les acteurs qui est assez fantastique. Enfin, le personnage là, Emile Hirsch, qui joue Chris, du coup, moi j'ai pas pu m'empêcher pendant tout le film de penser à Leonardo DiCaprio. Tu vois, je trouve, je sais pas, qu'il y a un jeu chez lui où il reprend, enfin il convoque comme ça des personnages très connus du cinéma américain, tu vois, et qui vient complètement détruire. Enfin, j'adore ça. Ouais, c'est vrai. Non, mais très très bien. Ouais. Du poulet. C'était chouette. Hein. Du poulet, ouais. Du poulet. Poulet frit. KFC. Quel poulet. Quel poulet. On va passer au film d'après. À l'œuf. Voilà, où il n'est pas question de poulet cette fois-ci. Et je crois que c'est le Ni de mépris de classe d'ailleurs. Hein. Ouais, non, de toute façon, voilà. Là, d'ailleurs, de quoi est-il il reste plus assez de monde pour faire du mépris de classe. Donc, là, et c'est le film que Léo a choisi, qu'on va écouter, dont on va parler après la petite musique. Voilà. Il a réussi. Et Léo, c'est quoi ce film ? Moi, je vais vous parler de l'œuf de l'ange, étrange. Angel's Egg. Ouais. 30 jours de Putain, nuit. tu fais bien. Et ouais. Oui. On continue. Hein, sur Ambiance, grosse ambiance ce soir. l'exploration du cerveau malade de Lily. Oui, et nouvelle pièce du puzzle. Ouais. Oui. Je vais vous parler du coup de Angel's Egg, sorti en 1985. Angel's Egg réalisé par Mamoru Oshii, qu'on connaît sûrement assez bien ici, qui est à l'origine de Pat Labor et non pas Albator ou Patou Patou le chien Labrador. Pat Labor, c'est un Pas de Qu'est-ce qu'il patrouille, raconte je sais pas si. c'est un animé de Gundam, de gros mecha. Évidemment aussi Ghost in the Shell. Oui. Voilà, Voilà. qu'on ne présente plus, mais aussi des longs métrages en prise de vue réelle comme Avalon, pour ne citer que lui que vous avez peut-être déjà vu, je sais Oui. pas, mais ouais. Non, je connais Abalone qui est Monopoly. Ok. Les jeux- Et vas-y, La soirée est te laisse passée sous pas- le signe du brain rot, c'est super. c'est ça.
Angel's Egg, côté scénario, on va juste en parler assez rapidement, je pense, parce qu'on touche Je clairement pense que oui. au film expérimental, donc ça va être assez rapide. Quoique, j'ai quand même un résumé. Vas-y. Ah, t'as fait un résumé. Moi, ça m'intéresse, il faut que tu m'expliques. T'as été Bah, sur j'ai Reddit rien ou parce expliqué, que hein. moi j'ai compris en allant sur Reddit. Hein. Non, Enfin, j'ai compris. c'est un film qui se vit et je veux pas donner d'interprétation Ah, c'est préfaite. beau. Ah ouais. C'est ouais. vrai En que fait, c'est un film qui est suivi. C'est plus facile pour écrire sa chronique aussi. Ouais. Voilà, Voilà. la narration, en tout cas, c'est pas du tout le cœur du film. Mais pour en parler un peu, on est quelque part sur une relecture du conte d'Andersen de La petite fille aux allumettes. Il y a pas mal d'éléments qui y font penser. Nous sommes dans un monde en ruine dont les jours sont marqués par un mystérieux soleil mécanique qui s'élève au-dessus de la mer. Et une petite fille erre dans une ville fantomatique à la recherche de ressources et d'un peu de chaleur. Elle protège sous ses vêtements un étrange œuf dont elle espère voir éclore un ange depuis longtemps disparu de ce monde. Le seul témoignage de l'existence de ces êtres sont des fossiles menaçants d'immenses oiseaux qui peuplent l'abri où elle vit. Un jour, lors de ses pérégrinations, elle croise le chemin d'un autre être humain qui semble tout aussi vivant qu'elle. Celui-ci se met à la suivre sans trop que l'on connaisse ses intentions. Il porte sur son dos une arme en forme de croix, symbole technologique d'une civilisation éteinte. L'homme pose beaucoup de questions sur l'œuf et son contenu, ce qui inquiète quand même pas mal la petite fille. Les habitants de la cité sont des morts-vivants et se réveillent de manière assez aléatoire pour chasser d'immenses ombres de poissons et finissent par pousser la petite fille et l'homme à fuir la nécropole. Et une fois réfugiée dans le sanctuaire aux anges déchus où vit la petite fille, l'homme raconte à la petite fille une légende, celle de l'arche de Noé, et elle finit par s'endormir au chevet d'un faible feu de camp, avec l'homme qui semble veiller sur elle. Mais pourtant, au petit matin, l'homme profite du sommeil de l'enfant pour écraser l'œuf à l'aide de son arme avant de repartir en ville. La petite fille, l'espoir brisé et réduit en miettes, prend la fuite dans les paysages lunaires de ce monde froid et seul, et se jette d'une falaise. Ambiance. Ouais, c'est sympa. Ah bah, t'as résumé tout le film en fait. Oui. Bah, Bah là, il n'y a pas de spoiler. Oui, ouais, il n'y a c'est pas vrai, c'est vraiment... voilà, C'est tellement. Mais là, vous avez le particulier début, que- le milieu et la fin. Ouais, de sa chute dans l'eau remonte à la surface des dizaines d'œufs. Et une statuette de la petite fille trône désormais sur le soleil mécanique, entourée d'autres figures humaines figées dans le temps. S'ensuit un dézoom sur ce petit monde qui se révèle être une coquille de bateau renversé, un royaume déchu à la dérive dans le néant. Voilà, c'est joyeux, c'est super. Ouais, dis donc. Une Et, arche et de c'est Noé. et c'est ce film qui justifie tout le thème hein, Oui. Oui, de l'œuf ou la poule. Et là, vraiment, je pense qu'on peut pas répondre. Ouais, non. Ouais, C'est. Ouais. Bon, moi, c'est un film qui parle d'un royaume déchu, c'est hyper gothique, c'est contemplatif, c'est une esthétique architecturale très gothique allemande, je trouve. Ça fait penser à des tableaux d'Otto Dix. Ça ressemble beaucoup aussi au gothique proposé dans Vampire Hunter D. Et c'est normal parce que c'est. Et dans Bloodborne aussi. Ah, ça me fait penser à Bloodborne. Bloodlust. Non, Bloodborne, le jeu. Ah oui, le jeu, oui. Ouais. Oui. Ouais. Bah, Ouais. oui. Ben là, on voit pas beaucoup de trucs mécaniques ni technologiques. Il y a juste quelques passages où on entreaperçoit des choses. Ça fait très Giger d'ailleurs, les espèces de design organique, machine et tout Giger quoi. Alien. Ah, ok. Un artiste allemand, je crois. Oui, qu'il est. oui, Suisse. Ah, ok, j'ai cru que c'était un Suisse-allemand. mot, d'accord, pardon. J'en reviens à Vampire Hunter D. C'est qui Giger non, C'est mais Giger. Non, mais j'ai cru que c'était un mot de. Tu vas encore avoir des sales notes. Non, mais oui. t'as bien fait de Bon, demander bah voilà, le là ouais. parce que moi je suis avec toi, je savais Ah pas. ouais, bon, bah je- merci, Camille. Ah, bah, Ben, voilà. c'est l'équipe, hein. le Eh man ben qui est à voilà. l'origine de On va tous se les prendre designs deux. de Parce Alien, entre autres, Ah et d'une partie d'une de Jodorowsky. En Ouais. fait, à la base. D'accord. Et ben c'est fort intéressant. Avec Il les vivait Harkonnen dans et un tout. petit village en Suisse où il y avait des Ouais. vaches et de la prairie. Des sculptures d'aliens Et avec lui, il a des sculpté pénis. des Ouais. aliens et voilà. On a hésité à prendre Alien d'ailleurs pour ce thème. Ouais, on a évidemment. hésité, ouais. Prendre Aliens, Aliens. le 2 là, de Cameron, mais on a pris mieux, je vous en parlerai. Bref, tout ça pour en revenir là où je m'étais arrêté. Ça ressemble beaucoup, je disais, au gothique proposé dans Vampire Hunter D qu'on avait vu Camille Oui, au au pif. Et c'est normal parce que c'est Yoshitaka Amano qui est en charge de la DA sur Angel's Egg. Et il est aussi connu pour son travail d'illustration sur Vampire Hunter D et toute la saga Final Fantasy. Mais ouais. Ah, Enfin, waouh. peut-être pas toute la saga, mais au moins le début. Une quoi. bonne partie, et après il fait même des artworks additionnels Ouais. quant à la version premium du jeu et tout là.
C'est aussi pour ça qu'on retrouve des thèmes assez communs aux deux films. L'esthétique d'un monde en ruine, énormément aussi de références à la religion catholique. D'ailleurs, je disais que le film, je parlais de la petite fille aux allumettes, mais en vrai, c'est surtout une version distordue de l'Arche de Noé, où ce monde arche continue à dériver sans discontinuer après le déluge, en fait. Donc voilà, c'est surtout un film symbolique de tableau. C'est assez statique en vrai, je vais pas vous mentir. Hein. Ça dure 1h10 par contre. Il y a une scène de dialogue ponctuée de quelques petits mots après, je pense. Mais voilà, c'est vraiment de l'ambiance, c'est très contemplatif, c'est les limbes. Il y a une bande-son qui est super. J'ai plus le nom du compositeur, mais vous retrouverez. Oui, j'ai vu qu'il avait travaillé sur. C'est un compositeur vraiment de musique classique, notamment. Il a écrit beaucoup de ballets, d'opéras et tout ça. Et un peu d'électro aussi. Et le dernier film sur lequel il a collaboré, c'est Christophe Honoré. Ah ouais Yoshihiro Kano. Ouais, c'est ça. Et très chouette bande-son, mais c'est un film, c'est assez éthéré et ça plonge dans une ambiance nous-mêmes assez déprimante et léthargique, je trouve, quoi. Mais c'est très très chouette. Ouais. C'est magnifique en tout cas, je trouve. Ouais, c'est vraiment très très beau. Effectivement, moi j'ai pas tout compris, mais hormis, comme tu le disais, quelques très jolis symboles autour de la foi. Et puis du thème de l'espoir en général. Mais bon, l'espoir ne dure pas puisque la fin est excessivement triste. Ouais, c'est... Mais c'était vraiment pas... Moi c'est pas le genre d'ambiance qui arrive à m'emporter. Mais c'était quand même très agréable parce que déjà ça dure pas longtemps et puis c'est assez méditatif. Il y a un truc où pour quelqu'un comme moi qui n'arrive pas à lâcher cette espèce de désir à tout prix trouver du sens à ce que je regarde, en fait là ça s'est fait plutôt facilement et puis oui je sais plus comment tu l'as dit mais c'est en effet une expérience un peu transcendantale quoi. Il y a un truc je sais pas qui reste quand même accessible malgré tout ce que propose le film dans le fond et qui sont des choses assez compliquées quand même. Mais ça se fait à condition de lâcher un peu prise. Enfin je sais pas, de refuser à un moment donné d'y voir du sens quoi. Encore une fois, toi, tu t'as pas lâché ça, toi, pendant le film quand même. Moi, j'ai du mal à lâcher prise. C'est pour ça qu'en général, ça m'emporte pas ce genre de film. Mais là, il y a eu un truc, peut-être parce que l'animation est les dessins sont vraiment magnifiques. Enfin, il y a un truc quand même. Puis c'est rapide en fait. Donc, je sais pas. C'était assez intéressant comme expérience, moi je trouvais. C'était pas pour toi, mais ça t'a plu. Ouais. Enfin, c'était. Je pense que c'est pour tout le monde quand même. Ouais. Oui. Faut le dire, c'est chiant. On va le dire. Mais c'est bien. Disons les mots. C'est beau, quoi. Expérience transcendantale. Bon, voilà. Oui. C'est pas particulièrement rythmé. Je crois que j'ai pas retenu le nombre exact, mais il y a assez peu de coupes dans le film. Finalement, il y a des plans qui sont très longs. Peut-être pas 4, mais oui, pour de l'animation japonaise, ça tranche beaucoup avec ce qui se fait à cette époque et ce qui se fera même assez par la suite. Après, même Ghost in the Shell, par exemple, c'est pas du tout. Ghost in the Shell. Il y a des passages contemplatifs, par contre. C'est-à-dire que la première partie, il y a un peu d'action, puis après, la deuxième partie du film, elle rentre beaucoup plus dans du dialogue, de la philosophie, machin, tout ça. Bon, moi j'aime bien, mais Angel Egg, c'est le level d'au-dessus en termes de. Ouais, c'est-à-dire que faut accepter. Moi, je pense qu'il faut accepter de lâcher quand même. Lâcher prise et se dire voilà, ça et effectivement ça fonctionne, hein. Le film fait mais je pense que c'est qu'il y a quand même une grande maîtrise du rythme en fait, et donc et la musique accompagne ça très bien, et donc ça te plonge effectivement dans une espèce d'état c'est assez reposant quoi à regarder, et effectivement le film se déroule devant toi et puis au bout d'un moment tu lâches, parce que si tu veux, moi j'ai toujours un peu de problème avec les films, que ce soit du live ou de l'animation. J'ai toujours un peu de mal avec les films qui sont que symboles. C'est un truc qui a tendance à m'user un peu parce que
tu vois, j'ai pas envie que de regarder un film, ça se transforme en une espèce de lecture analytique, ouais, tu vois, d'exégèse, de où sont, voilà. J'aime bien qu'il y en ait, je trouve ça toujours bien et tout, mais j'ai un peu de mal avec les cinéastes qui en font leur cœur enfin, tu vois, l'élément principal de leur travail. Mais là, on n'est pas du tout là-dedans. On n'est pas, tu vois, par exemple, Guillermo del Toro, il fait un peu ça. Là, on n'est pas du tout là-dedans. On est là, c'est vraiment, c'est un film expérimental. Et donc, en fait, dès lors que tu as accepté ça et que tu l'as compris, je trouve que c'est merveilleux à suivre, quoi. Voilà. Alors après, je suis allé voir. J'ai exploré le YouTube et le Reddit. Oui, non, en fait. Alors là, c'est le Festival des Fous de la Gare. Ouais. Il y a un gars qui a dit que c'était une revisite de l'allégorie de la caverne, parce qu'il y a des il y a des ombres projetées à un moment de poissons, bravo, là. c'est bien. Voilà. Bon, ok. En fait, je pense que c'est un peu tout ce que tu veux. Et je pense que ça échappe même Oui, à la personne qui. Ça échappe il est aux artisans du film, quoi. Il est toujours resté très évasif. Je pense que c'est plein d'idées mises ensemble et de symboliques et qu'il ne faut pas forcément s'évertuer. Mais en tout cas, ça produit quelque chose. Ouais. Et je pense que c'est. Moi, je voulais quand même le signaler parce que moi, ça m'a évoqué ça. Ça m'a évoqué plein d'univers de jeux vidéo. Parce que dans le jeu vidéo, c'est un peu différent, mais de temps en temps, il y a une espèce de mode et de tendance qui a raconté un monde, un univers dans un jeu vidéo au travers de manière un peu silencieuse, au détour d'objets, de symboles, en fait. Dans le jeu vidéo, ça existe beaucoup avec les Souls et tout ça, là. Et donc, du coup, je pense que c'est un film qui a quand même fait des petits là-dedans. Moi, ça m'a fait penser à du... Ouais, alors je parlais de Bloodborne, mais c'était pour le truc, le côté architecture et tout, mais surtout un peu à du Hyper Light Drifter, ce genre de jeu. Voilà, Moi, ça m'a fait penser à Hollow Knight aussi. Ouais, sur Hollow le Knight. royaume déchu où tu dois recomposer les pièces d'un puzzle que tu comprendras peut-être. Oui. Tu comprendras peut-être pas, quoi. Ouais. Puis l'idée d'avoir une espèce de narration un peu cryptique comme ça. Non, donc non, vraiment super bien. Toi, Camille ? Et ben moi, j'ai adoré aussi. Enfin, j'ai vraiment beaucoup aimé ce film parce que je trouve effectivement, il fait beaucoup d'effets. Il exerce une espèce de fascination, mais c'est quasiment magnétique en fait. Je trouve l'animation est vraiment magnifique. En plus, au niveau même des couleurs et tout ça, c'est très restreint au niveau de la gamme chromatique. Donc je trouve qu'il y a quelque chose de l'ordre du songe qui fonctionne très très fort et qui rend très très supportable justement le peu de narration. Parce que c'est comme j'ai vraiment l'impression d'être mise au milieu d'un endroit que je ne comprends pas, d'un désert où il y a juste des indices et des traces. Et en fait, c'est là où l'imagination fonctionne à plein. Ouais. En plus, moi, je suis très friande de ce genre d'esthétique gothique, j'aime beaucoup. Et puis j'aime bien tout ce qui est religieux, mais tordu, quoi. Parce que là, c'est vraiment très tordu. Il y a une espèce de, effectivement, le seul élément tangible, c'est l'arche de Noé. Mais en fait, même dans la façon dont il raconte, en fait, ce n'est pas l'histoire de Noé, de l'arche de Noé, c'est une histoire tordue, en fait, de l'arche de Noé. C'est-à-dire que là où, dans la Bible, normalement, il y a une colombe qui revient avec le rameau, d'olivier. Là, en fait, la colombe, elle disparaît. Et on oublie même qu'elle a été envoyée. Donc, je sais pas, il y a un truc qui, en tout cas pour moi, fonctionne très bien sur cette espèce de post-apocalypse où, en fait, la question, c'est pas la question de la renaissance. C'est beaucoup plus dur et nihiliste que ça. C'est aucune renaissance n'est possible. A priori, sauf dans la mort de cette petite qui crée des machins, mais c'est ça. Bon, l'autre avec sa croix, voilà. C'est quand il casse l'œuf et qu'il n'y a rien dedans, quoi, tu vois. Exactement. Il y a un truc, moi je trouve, très très nihiliste, et le dernier plan
qui est une espèce de dézoom Ah ouais, incroyable. ça, c'est... Ouais. Avec la musique et tout, je trouve que ça fait un effet. Enfin, moi personnellement, je trouve que ça me fait un effet Oui. vraiment d'effroi. Ouais, c'est la perdition totale. Hein, ouais. Et c'est pour ça que je disais en rigolant tout à l'heure quand on était en off que je trouve que c'est un film qu'il faut voir quand on a de la sérotonine parce Ouais. que franchement, Regardez-le l'été plutôt en fait. Enfin, sous ces airs très enfantins, un peu. Voilà, l'air de rien. En fait, je trouve que c'est un film qui marche très fort sur le désespoir. Mais c'est magnifique. Puis t'as ces pêcheurs qui se réactivent de temps en temps pour chasser des poissons qui n'existent pas Non, aussi. mais Enfin, tout est vraiment... Ouais, Mais Moi, je trouve que ça te correspond parce qu'il y a un truc un peu film d'espace. Tu Oui. sais, Oui, bien sûr. Ouais. Être quelque part au milieu de l'univers. Tu Ouais, vois, ouais, enfin, ouais, et oui, c'est vrai que il y a un truc très, très horrifique Ouais. là-dedans, dont toi tu parles souvent, on en Ouais, rigole, ouais. hein, mais Event mais ça, Horizon. ouais. par exemple. Oui, bah oui, Par c'est... exemple. C'est oui, un Non, mais rejeton c'est vrai, direct. c'est vrai. Ouais, il y a un peu un côté vaisseau spatial, quoi, perdu au milieu de nulle part. On oui, sait pas c'est où il tout va, de un truc qui l'indicible, flotte, ouais. quoi. Ouais. Exactement. Dans je ne sais pas quoi, mais. Mais Ça Un fait truc très qui peur. flotte. Ce sera ça notre analyse de ton cerveau. Moi, mon espoir dans le Et de film, ta mythologie, c'est qu'il reste des Lueur petits dans pots de le noir, confiture. c'est Il reste Léo. des petits pots de confiture quand même dans cette ville. des petits pots de Ah oui, Ouais. ouais. Les bouteilles d'eau qu'elle Non, boit, c'est là des- Non, c'est ouais, des elle pots chope d'eau. un petit pot de confiture à un moment. Ah ok. Mais c'est ouais. de l'eau. Bon. Mais moi je Non, dormais c'est de la là. mais- confiture. À un moment, il y a à manger un Je petit peu de la confiture. Mais là, J'ai pas vu la peau de le confiture. passage bonne maman, j'ai Ouais. pas vu. J'ai loupé, ouais. Ah, c'est une sponsor, c'est une pub qui est intervenue au milieu de ton truc. Mais C'est ça. Putain, merde. il n'y a pas Franck Leboeuf dans le film. Ah putain, Ils vendent pas. les Vendez voitures. votre voiture. Le seul dialogue, c'est pas vendez votre voiture. C'est autre chose. Mais, Voilà, on a tout cassé, mais- tout le mystère et la magie du film. non, mais quand je disais que j'aime pas tellement l'accumulation de symboles et tout ça, c'est qu'en fait le film ne se résume pas à ça, quoi. Tu vois, c'est ça que je veux dire, c'est que c'est quand même un film qui produit. Oui. Tu vois, à la manière d'un Mad God Et ben moi, dont on ça me avait fait pu penser un parler. peu à Mad God, ce Voilà, film. Ouais. c'est pas juste une accumulation de symboles et voilà, ça cherche quand même à produire Ouais. un effet et c'est pas juste un truc où t'as l'impression que le mec te laisse des clés et puis toi tu décryptes après. Voilà, c'est quand même, il y a quand même un objectif quand tu le regardes qui est de produire un effet et ça marche en fait. Oui. Tu Et il y a vois, un ton très littéraire, moi je trouve. Enfin, c'est de la Ouais. poésie, quoi. Enfin, tu Ouais. vois, tu l'as rattaché à la petite vendeuse de. La d'Anderson, petite là fille aux allumettes. Oui, là, la ouais, ouais. petite vendeuse. petite vendeuse de voitures. Salut, c'est Franquette Le Leboeuf. mercantilisme de la fille, quoi. Le C'est la capitalisme fille de nous aura Franck tout, Leboeuf, putain. tout pris. chier. Non, mais la petite marche. Bon, bref. Anderson, les Oui. contes. Et je trouve que c'est vraiment ça. Oui. Il y a un truc très littéraire. C'est la même donc, utilisation symbolique aussi derrière, c'est juste beaucoup plus nihiliste. Ah bah, que... Quoique après, les contes, c'est quand même souvent sombre, hein, donc c'est Ouais, je mais trouve pas bon. ça là, c'est particulièrement déconnant. En c'est tout pas cas- le fun. En tout cas, allez voir le thread Reddit. Non, on n'allait pas voir ça. Mais c'est que- marrant, c'est ça, tu vois aussi, il y a des gens qui considèrent qu'elle tombe accidentellement de la falaise. Oui, non, elle se- court. en fait, pour moi, Elle se c'est suicide. Oui, c'est clairement volontaire en fait. Quand, Ouais. tu Une vois, métaphore, c'est- un symbole. Oui. Vous Ouais. l'avez ou pas? Oui, c'est The Mask. Bah merci. Ah, Attends, j'ai pas vu ça, toujours pas. Ah bah, Ouais. t'inquiète pas, ça va venir. Non, mais surtout, j'attends le moment où Léo va nous parler d'Interstellar, parce qu'on Ouais. s'en Oh. rapproche douloureusement. Ouais. On n'est pas obligé. Avec Et, Mathieu. Mathieu, Avec Mathieu. Mathieu. Matt. Ouais. Bah oui. Bon, bah Angel Egg. Et alors, il a fait. Là, il est un peu à la mode en ce moment parce que il a été, Bien sûr, ouais, il pour a été les projeté 20, à Cannes pour les. Je crois que c'est pour les 40 ans du 40 ans du film. film, ouais. Voilà, dans Et- une belle restauration. et D'ailleurs, tout. si vous voulez le voir, il passe. C'est pas UGC Léal ou un autre UGC, il passe en février encore à Paris. Ah bah, si vous avez Ouais. l'occasion, allez-y, parce que Ouais, sur je grand pense écran, que, ça vaut je le coup, pense je qu'au pense. cinéma, ça doit Ouais. décupler l'effet. Mm. Ok. Et ben en parlant de décupler l'effet. Ah bah non, c'est pas. Ah, mauvaise transition. Je Ah pensais oui. qu'on allait. Non. En parlant de Mince. petites filles, Voilà. Ouais, En parlant de petites filles et d'œufs, et ben on va passer au film d'après. C'est le film de Lola. Une Euh, poule sur un mur. Ouais. Picotis. J'y arriverai pas. Hein. picotin. On a beau la refaire. Lola, tu vas nous Oui. parler de quel film là? Eh bien, moi, je vais vous parler du film Ego.
kisat. Näytät niille, että sä oot paras. Just noin. Mut hei, sähän oli tosi hyvä. Kiitos. Finjan pitäisi treenata oikein ekstra kovaa, että pärjää sulle. Il est super ton extrait, Lola. Ouais, t'as vu, c'est un peu Léo Corps. C'est bien, ouais. J'aime bien. Et puis il y a toujours plein de dialogues, quoi. Ouais. Bah, je me suis dit, je vais vous éviter le finnois, quoi. Tu vois. Ouais. Enfin, c'est pas... Bon, Ego. Donc, alors, Camille le disait en off, mais je tiens à me justifier parce que Ego, ça ne signifie pas œuf, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Bah alors là, premier twist. Ah bah oui, grave. Voilà autre Non, chose. pas du tout. Mais non, mais évidemment. Tu veux dire que t'as pas été premier degré dans ton choix de film? Bah, est-ce que tu pensais pas que Ego voulait dire œuf? Si, un peu. Mais bon, je me suis renseignée quand même parce que bon, je suis sérieuse. On bosse. Et non, mais enfin, vous le savez, ça vient du latin qui veut dire moi ou je, évidemment. Et ça ne vient pas du tout. Il y a aucun rapport avec le mot egg, donc mot d'origine nordique, qui en anglais, on le sait, signifie œuf. Donc là, vous allez dire que je suis complètement hors thème. Eh bien non, parce que j'y avais pensé quand même. Le titre original finnois, alors vous excuserez mon finnois, mais c'est Pahanho Toya, qui littéralement signifie celui, celle qui couve le mal. Et la couvade. Couvade. Et le titre anglais qu'on connaît aussi, The Hatching, qui signifie l'éclosion. Donc là, on est beaucoup plus... Et puis l'affiche du film, Lola, quand même, avec un gros œuf. Oui, mais moi, je reste dans les mots. Les titres. C'est bien. Non, mais enfin, oui, voilà. Bon, j'en ai fini pour étymologie, traduction. Enfin, bref. Donc, un film de Anna Bergholm, qui est sorti en 2022 et qui est, comme je le disais, finlandais et également de production suédoise. Je vous fais un petit résumé. Donc, dans une banlieue pavillonnaire finlandaise, à en foutre les grelots, on rencontre une famille tout à fait dysfonctionnelle. Donc, famille composée d'un papa qui est joué par Jani Volanen, une maman qui est jouée par Sofia Heikkilä, 2 enfants, Mathias, le petit frère, qui est joué par Oiva Olila, et donc le personnage principal de Tinja, qui est joué par la jeune Siri Solalina. Donc Tinia, c'est une jeune gymnaste préadolescente, constamment sous l'emprise de sa mère, une femme obsédée par son image et celle d'une famille parfaite qu'elle expose sans arrêt sur son blog absolument affreux. Enfin vraiment, je sais pas ce qui se passe en Finlande, mais nous on n'a plus de blog comme ça. Enfin, genre c'est la très famille, Bah non. MBDF, mon blog de filles. Ouais, oui. Comment il Faut d'embrasser d'ailleurs. Il a un nom horrible son blog. Je aussi, sais pas, genre, mais moi ça me fait flipper. Franchement. Oui, c'est un overblog. Ouais. Voilà. Bon, un jour, pendant une des vidéos de son blog, donc elle a la perche à selfie tendue devant elle, un oiseau se cogne à la baie vitrée. Tinia ouvre la baie vitrée, l'oiseau complètement sonné, apeuré, rentre dans le salon et sème un foutoir pas possible, brisant les plus beaux vases et chandeliers de la maison sur son passage. Tinia finit par attraper cet oiseau et elle l'offre à sa mère qui, immédiatement, lui brise le cou. À l'animal, pas à sa fille. Bon. Bah, quand on parlait de symbolique. Voilà. Mais en tout cas, voilà, ça donne une petite idée de la cruauté de ce personnage, de la mère. La nuit suivante, Tinia est réveillée par des cris d'oiseaux. Je vous passe les détails. Elle va dehors, elle trouve un œuf dans la forêt qu'elle décide de ramener chez elle et qu'elle couve.
à l'éclosion, donc quelques jours après, ça se fait assez rapidement. Elle nomme le beau bébé créature Ali, mais Ali a des pulsions meurtrières et ça va perturber le fragile équilibre de cette famille. Voilà. Donc, Ego, c'est un premier film. Anna Bergholm, c'est une réalisatrice qui a 46 ans et qui, avant Ego, n'a bossé que dans le court-métrage et la série télé finlandaise. Voilà, donc je sais pas trop pourquoi elle a fait son long qu'à cet âge-là, mais en tout cas, bon, elle l'a fait. Et là, en tout cas, moi, ce que je trouve chouette, c'est qu'on attend son deuxième film, qui est également un film d'horreur, qui s'appelle Nightborn, là, qui va sortir bientôt et qui sera avec Rupert Grint, donc Ronald Weasley. Voilà, qui a l'air assez chouette sur un couple et un bébé. Ça a l'air un peu flippant. Il y a les premières images qui sont sorties, moi, ça me plaît bien. Donc Ego avec ce O Macron. Je savais pas. Vous saviez que ça se disait comme ça? Le O barré, le O avec un trait au-dessus, ça se dit le O Macron. Ah ouais. Eh oui. Putain. Voilà, je voulais le souligner. On l'embrasse. Ah non. J'ai trop l'habitude à chaque fois qu'on dit un truc. Ouais, nous on l'embrasse pas. Ouais, nous on est des fous. Donc voilà, c'était juste pour dire ça. Donc là, un film d'horreur métaphorique. Et je dis ça parce qu'il est assez gros sabot dans ce qu'il propose. Mais moi, c'est un film qui m'a beaucoup plu. C'est la deuxième fois que je le voyais. Je l'ai vu la première fois parce que Thomas m'a dit qu'il avait détesté et je me suis dit yes, je vais le regarder. Et j'étais en mode. Eh ben, figure-toi, tu verras. Ok, bon. Figure-toi, tu verras, d'accord. C'est de pire en pire. Je vous dis, j'ai lâché la rampe. Hein. Ouais, j'ai trop la bite. Voilà. Moi, je trouve que la forme de ce film de body horror est assez originale. Partir de l'idée de l'œuf, de l'oiseau que l'on couvre pour donner vie au monstre, de la rancœur. Moi, ça me plaît bien. Bon, je le résume mal, mais dans l'idée... Dans la forme, ça me plaît bien. Surtout que je trouve que l'exercice, il est très bien maîtrisé par cette réalisatrice. Les animatroniques qui sont utilisés pour, en tout cas, la première phase d'Ali, il y a aussi des effets spéciaux un peu plus modernes, mais la première phase de cette créature, je trouve que c'est vachement bien réalisé. J'aime beaucoup aussi le jeu de la jeune actrice Siri Solalina. Les personnages en général, moi je les trouve vachement bien écrits en fait. Enfin, on a cette mère absolument tyrannique qu'on a envie de baffer pendant tout le film, ce père ectoplasme, la petite Pookie de Mathias là. Enfin, franchement, Mathias. Quoi. Franchement, il fait chier, mais bon, en même temps. Le pauvre, on comprend. Et moi, vraiment, c'est leur relation, cette famille dans cette maison, c'est ça qui me met en tension pendant tout le film. Cette maison horrible, immaculée, enfin, franchement, on a envie de se barrer en courant, enfin, vraiment tout le temps. Et d'ailleurs, la seule un peu bouffée d'air dans ce film, c'est bizarrement avec le personnage de l'amant de la débilose de mère là, qui est donc le personnage de Tero, je sais plus comment ça se prononce, qui accueille un court instant Tinia dans sa belle maison qu'il retape avec son bébé trop mignon, Elmi, que j'ai renommé El Mignon pour me mettre un peu de beau mot. Alors. El Mini. Voilà. Et finalement, c'est un peu le seul personnage normal, sympa du film. Avec, il y a aussi la coach sportive qu'on voit pas beaucoup. Oui. Et en fait, globalement, tous les personnages extérieurs à cette famille vont nous permettre de respirer. Donc c'est tout ça, je dis pas tout ça pour rien, c'est parce que je pense que dans la mise en scène, il y a un truc qui veut nous montrer que le danger ne vient pas de l'extérieur, contrairement à la majeure partie des films d'horreur, mais là, ça vient vraiment de l'intérieur de ce pavillon dans lequel la violence psychique se tapit,
clairement, avec cette espèce de monstre du placard, du monstre sous le lit. Là, on a... donc, encore une fois, c'est gros sabots, mais il y a cette créature d'Ali qui fonctionne comme un miroir déformant de cette jeune adolescente et qui permet quand même d'explorer à travers ses actes de violence toutes les émotions refoulées de Tinia. Et je trouve que tout ça est bien fait. Même si ça paraît assez simple, assez banal. Voilà, Ali est la manifestation physique de l'ego, d'où le titre français, de la jeune fille et de ses blessures qu'elle a couvées en silence. Voilà, et moi je trouvais que le film était maîtrisé dans ce qu'il proposait. Donc moi j'étais contente de le revoir. Je trouve ça vraiment très bien. Et réalisatrice à suivre, moi j'irai voir son prochain film. Voilà. C'est la deuxième fois que je le vois aussi. Et oui, surtout assez actuel maintenant avec toute l'esthétique clean girl, etc. Ouais, clairement. C'est vrai que j'en ai pas parlé, mais ça oui, fait oui. un peu ça. Le film, je sais pas, il est sorti quand, t'as dit 2022. Oui, 2022. C'était en plein dedans en plus, je pense. Donc, ça commençait. Donc, ouais. Non, mais c'est chouette. Je trouve pas que ce soit incroyable, mais je trouve que ce qui est entrepris est plutôt réussi. Moi, j'avais bien aimé la première fois et j'ai bien aimé le revoir aussi. Donc, ouais, non, c'était bien. Bonne critique. Ça nous fait penser, je pense, à un truc dont on a parlé avant, aussi en plus, mais sur le fait de mettre toute sa vie sur Instagram ou sur des blogs, etc. Quoi. J'ai l'impression d'être un gros boomer de la façon dont je l'ai formulé, mais on capte. C'est bien toi, ça, Léo, je te reconnais. Putain. Et merde. Je te reconnais. 6-7. 6-7, ouais. Ouais, moi j'avais pas du tout aimé, je l'ai vu. C'est pas la deuxième fois que je le vois, parce qu'en fait j'avais arrêté la première fois. J'ai arrêté au moment où, quand elle nettoie le gros poulet dans la baignoire. J'avais arrêté parce que j'avais l'impression de savoir où ça allait. Et j'avais pas spécialement, j'avais l'impression d'avoir compris. Et puis je trouvais que la manière dont je trouvais le début où on voit comment, je sais pas comment les parents installent le fascisme réel dans cette famille et tout. Enfin, je trouvais ça un peu obvious et je sais pas, j'avais envie d'être con et de dire que ça me plaisait pas. Cela dit, je l'ai vu en entier. J'ai plus aimé que ce à quoi je m'attendais. Non pas parce que on voit pas où ça va, parce qu'en fait on voit toujours où ça va, mais parce que tu l'as très bien dit. En fait, je trouve que c'est un film qui va à l'essentiel, ça va relativement au bout de l'idée initiale et c'est assez bien fait. Alors encore une fois, je trouve qu'il manque quand même des trucs. Je trouve que c'est un film, en termes de rythme et tout, c'est un peu bancal. On comprend pas très bien pourquoi on quitte la maison pour aller dans une autre maison. On comprend pas tellement ce mec là, Théro. On comprend pas très bien ce perso là. Déjà, je comprends pas ce qu'il faut avec la mère, et en plus, on comprend pas très bien lui, son intervention dans le développement je sais pas. Je trouve qu'il y a un petit problème avec tout cet arc là dans le film que je saisis pas très bien. Mais alors, est-ce que c'est pas justement ce fameux syndrome de j'ai une idée avec un symbole assez fort et tout ça, puis je veux l'étirer, en faire un film d'1h40? Peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, bon, ça m'a pas autant déplu que ce à quoi je m'attendais. J'aime bien le fait que l'oiseau se transforme en gamine, en double de Tinia. Je trouve que ça, je m'y attendais pas en fait. C'est un peu ça qui m'a surpris. Je pensais que ça allait rester un gros poulet. Tout pourri. Et non, mais qui est bien, hein, qui est pas mal. Hein, il est bien. D'ailleurs, on le voit pas assez. Mais voilà, non, écoute, plutôt pas mal. Après, je trouve, encore une fois, tu l'as dit, un peu gros sabot dans sa manière d'amener le propos et tout. Mais non, plutôt cool en vrai. Oui, moi c'était la première fois que je le voyais. Je suis mitigée. Il y a vraiment des choses que j'ai vraiment bien aimées. Au début du film, justement, je trouve que
la créature quand elle arrive, etc. Elle est vraiment bien faite. Et je me suis dit, c'est chouette. Enfin, franchement, en plus, ça va explorer quand même des choses que je trouve très intéressantes, notamment la question des TCA. Il y a toute une notion de béquet avec des fluides et tout. Ça, je trouve ça vraiment super. Et l'actrice, la jeune actrice, je la trouve incroyable. Enfin, elle arrive à tenir. En plus, elle tient 2 rôles. Enfin bref, c'est quand même vachement bien. Moi, je trouve que ça regarde du côté aussi du Cournot, donc on adore tout ça. Et dans les trucs que... mais pour moi, le film, il décolle pas, en fait. Il y a un truc quand même qui reste un peu justement pas maîtrisé pour moi. C'est je pense ce changement de décor qui intervient avec effectivement des tenants et des aboutissants que je trouve vraiment hyper accessoires et qui en fait viennent parasiter le centre de l'histoire. Même l'histoire de la voisine, enfin pour moi tous ces trucs là ça peut dégager vite. Et parce que pour moi, c'est vraiment c'est un truc familial dans cette cellule-là. Oui, c'est une cellule familiale qui explose parce que trop pressurisée et trop fasciste, comme tu dis. C'est ça. Et d'ailleurs, je trouve que, en tout cas, pour moi, il y a des allusions. Alors peut-être que, sans doute que c'est des interprétations, mais pour moi, il y avait des allusions claires, notamment à Hérédité, avec le personnage du père qui est maquettiste et qui fait des petites maquettes. Enfin, moi, quand j'ai vu ça, on voit plein de petites maquettes à plein d'endroits dans la maison. Je me suis dit bon, ok. Enfin, là, on va être dans un truc qui va exploser effectivement de l'intérieur, et donc le fait d'en sortir, pour moi c'est raté ça. Et il y a aussi un truc que j'ai trouvé moi qui m'a fait sortir du film, c'est la lumière. Alors je sais pas si c'est la lumière, les décors, la façon de filmer, mais je trouve que toutes les scènes dans le salon sont hyper ratées pour moi. Toutes les scènes, je sais pas, il y a un truc avec l'éclairage de cette baraque qui... Scène du début, par exemple. Ouais. Moi, vraiment, j'adhère pas du tout. C'est too much. Ouais, je sais pas, il y a du... On voit qu'ils veulent montrer que c'est une famille riche, mais du coup, il y en a partout. Et puis après, c'est des goûts de déco. Oui, ça, c'est immonde. Pinterest, mais ce mélange entre les papiers peints bégonia énormes qui veulent faire victorien, époque victorienne, et à côté, les portes à galandage modernes, très Ikea, pour pas le nommer, je trouve ça horrible. Mais alors, ça peut être volontaire, tu vois. Mais du coup, je trouve qu'il y a un truc un peu entre deux. Oui, moi je suis d'accord, l'entre-deux, je pense que j'aurais bien aimé que ce soit plus contrebalancé, le côté irruption du désordre et du sale, en fait, dans ce quotidien-là. C'est pas assez loin, je trouve. Oui, exactement. Et je trouve que, enfin, le personnage de la mère est, pour moi, pas très bien écrit. Je trouve qu'il y en a vraiment des tonnes, quoi. C'est-à-dire que il y a rien qui vient la sauver. C'est-à-dire qu'il y en a des tonnes et en même temps. On n'a pas envie de la sauver. En même temps, on aurait envie que ça. Mais c'est ce que tu disais en fait. Pardon, je t'ai coupé, mais tu l'as dit juste avant. En fait, et c'est ça en fait. C'est qu'on aurait aimé que ça explose un peu plus à l'intérieur de cette maison et de cette famille, quoi. Et en fait, ça arrive pas trop. En fait, ça, tu vois, c'est ça le problème, je pense, c'est que. Il n'y a pas l'espace pour ça dans le film parce qu'on change les persos de décor et tout. Un peu comme s'il y avait des scènes qu'elle n'avait pas voulu faire. Tu parlais d'Hérédité, mais tu vois, dans Hérédité, ces scènes-là, elles sont là. Quoi. C'est ça. C'est ça. Et la mère, non, mais juste pour finir là-dessus, pour moi, on ne doit pas adhérer évidemment avec le personnage, mais il y a des choses qui sont lancées qui ne vont pas très loin, notamment la cicatrice de la mère sur sa la cuisse. patineuse artistique. Qu'elle a. Et en fait, à la fin, il y a aussi un truc sur la cuisse. Donc moi, je me suis dit, oula, est-ce qu'en fait, on n'est pas dans un double, mais dans un triple, tu vois? Et j'aurais trouvé ça génial, par exemple. Il n'y a pas ça. Et je trouve que l'actrice, sans doute, fait ce qu'on lui a demandé de faire, mais elle est très caricaturale. Et je trouve que par rapport à la finesse de jeu de l'adolescente, ça détonne. En fait, c'est comme s'il y avait 3 registres en même temps, tu vois, et ça me perturbe un peu. Donc du coup, c'est ça qui fait que j'ai moins aimé. Mais je trouve qu'il y a quand même des choses très intéressantes. Ouais, et puis. le film, mais c'est, tu vois, il fait. Je sais pas, ça ressemble à pas mal de films un peu de. Tu vois, de premiers films, quoi, de premiers films de genre et tout, dans lesquels tu as l'impression que les gens qui sont derrière et qui veulent le faire, ils mettent beaucoup de trucs. Mais c'est un peu frileux aussi sur certaines choses. Et en même temps, ils mettent plein de trucs, et en même temps, tu as l'impression qu'il y a
plein de choses qui sont pas suffisamment explorées, et du coup c'est chelou. Moi vraiment je me pose vraiment la question de cette deuxième partie dans la maison de Thérault, qui vraiment j'ai du mal à comprendre qu'elle ait voulu mettre ça dans... Enfin tu vois, je trouve ça bizarre. Moi ce que j'aime bien avec cette partie et ce qui pour moi excuse les faiblesses du film, c'est que justement pour un premier film, moi souvent dans les premiers films de genre je suis frustrée parce que je trouve que ça va pas assez dans le trash, ça va pas assez montrer quand monstre il y a le monstre, ça va pas assez montrer du sang. Et là moi je trouve que c'est un film qui a pas eu un gros budget, et je pense que tout le budget est passé dans les effets spéciaux et les effets réels, enfin voilà. Et moi j'étais contente qu'on nous donne ce truc-là. J'avais un peu l'impression d'avoir une petite carotte de regarde, on a fait un essai et voilà ce qu'on peut proposer. Là, on a fait une créature, on a fait un monstre, on a fait du vomi, on a fait un monstre qui mange du vomi. Enfin, on a fait un chien avec la tête coupée. Enfin, moi j'étais contente justement pour un premier film que ça soit bien trash, parce que le film est trash quand même. Enfin, il y a des scènes. Enfin, ouais. Souvent, moi, je suis frustrée de pas avoir plus d'hémoglobine, plus de trucs un peu dégueux, plus de. Enfin, le vomi, c'est voilà. Mais tu vois, moi, je trouve que pour moi, c'est un peu ça qui le sauve. Et je pense que la maison de Thérault est un lieu de décor qui contrebalance avec cette maison pavillonnaire que je trouve absolument horrible. Mais là, on arrive dans une maison un peu ambiance Amityville. Ben non, mais ça fait très Amityville. La baraque. Non, mais ouais. T'as vu le plan de l'extérieur. Enfin, on dirait les maisons américaines, vraiment comme ça, avec magnifiques, avec le bardage. Et avec ces fameux plans de la petite fille avec les cheveux devant le visage, à la fenêtre. Tu vois, il y a vraiment ce truc de la maison hantée. Moi, je pense que c'était un peu pour donner ce ton-là au film. Oui, mais c'est pas trop fait, quoi. Moi, je trouve que c'est fait. Avec le peu de temps qu'il y a dans le film et le peu de moments qu'il y a dans cette maison, je trouve que... Enfin, moi, j'étais satisfaite de ces moments horrifiques que la réalisatrice nous donnait. Mais après, voilà, ça veut pas dire que c'est un film génial, mais moi, j'étais contente de ça. Par contre, t'as raison, effectivement, très curieux de voir son prochain film, pour le coup. Parce que pour un premier long de genre et d'horreur, oui, ça tient la route, quand même. Bah ouais, j'ai hâte de voir. Ouais. Je crois qu'il sort le mois prochain. Ah ouais. Ok. Ah oui, d'accord. Nightborn. Ok. Bon, il est à Berlin. C'est des vampires. Ouais. Non, je te dis, c'est un. Léo n'y va pas, du coup. Léo a décidé. Vous n'avez pas vu son. Il a dit. Sa petite moue déçue. Ouais, il a vomi. Voilà. Il a dit non. Voilà. Peut-être que c'est des vampires, je sais pas. Peut-être, Léo, peut-être. On n'a pas toutes les infos. On n'a pas toutes les datas. Voilà. Calme-toi. Moi, je veux voir tous les vampires. Putain, il n'est pas fini d'en chier. Il n'a pas le cul sorti des ronces. Alors, par contre, vous vouliez des animatroniques, vous vouliez des effets spéciaux, vous vouliez casser des œufs, vous vouliez faire des omelettes, vous vouliez du vomi. Eh bien, vous allez en avoir, puisqu'on va parler de ton film, du film que j'ai choisi pour ce soir. Moi, je vais vous parler de Godzilla, mais pas le bien, pas les biens. Je vais vous parler du seul et unique, le Godzilla de 1998 de Roland Emmerich. Voilà. Rendez-vous dehors, tout de suite. Fermez toutes les portes. Il faut qu'elles restent toutes à l'intérieur. Allez, vite, dépêchez-vous.
quelques pains d'air qui arrivent en ville, quoi. Merde. Et oui, c'était pas sélectionné au hasard. Oh, quel merdier, tu nous as fait voir. J'ai cherché longtemps l'extrait avec où ils cherchent Jean-Michel, Jean-Philippe et Jean-Pierre ou Jean-Luc, je sais plus. Ils s'appellent tous Jean quelque chose. Voilà, donc un peu de chronologie pour resituer le film dans la grande histoire. Oui. Paris, 1895. Les frères Lumière inventent le cinématographe. États-Unis, 1980. Hollywood fait l'acquisition des droits auprès de la boîte de production japonaise Toho, hypothétiquement de mettre à l'image le kaiju mythique japonais Godzilla, incarnant tantôt la catastrophe atomique, tantôt une nature reprenant ses droits sur l'homme à l'origine de la catastrophe écologique. Un truc un peu deep. 92, la boîte de production TriStar, je sais pas comment on dit, fait l'acquisition des droits cette fois-ci. Et il paraît que c'est Yann de Bont, le gars qui a fait Speed et Twister, qui va se coller. C'est là que ça commence à merder. À l'adaptation. Et ok, pourquoi pas. 1996. En fait, non, les mecs, c'est Roland Emmerich qui va s'y coller, le zinzin qui a fait Independence Day juste avant. 1998, le monde entier peut donc apprécier le rip-off le plus éclaté de Jurassic Park, aux propos écologiques forts, sur fond de théorie du grand remplacement, sur une bande-son composée par un faux John Williams et portée par des personnages marquants, et surtout lavant la créature de la portée symbolique qu'elle incarne. Elle n'est plus qu'un gros dino poulet. Mais bon, c'est quand même avec le gars qui était dans Ferris Bueller. C'est lui qui a le rôle principal et surtout, Jean Reno. Voilà, donc Godzilla de 98. Donc, on n'a pas un bruitage coq là pour la France. La France. Vas-y Léo. Non, ça c'est Godzilla. Voilà, donc Godzilla au cinéma, c'est quand même, je sais plus, une cinquantaine de films, voilà, et donc tout un héritage culturel. Hein. Donc voilà, comme je disais, donc ça vient d'une culture, enfin en tout cas d'une habitude de fabrication de films japonaise, qui est le film de monstres, le kaiju, enfin le film de kaiju. Et Godzilla, c'est probablement le kaiju le plus connu, le plus célèbre, et qui incarne, comme je le disais, la catastrophe atomique dans un Japon qui a été marqué par la catastrophe atomique après la Seconde Guerre, enfin au cours de la Seconde Guerre mondiale. Donc voilà, c'est donc une liste de films tout à fait conséquente, des produits dérivés, mais tout ça très contrôlé par la Toho. Et puis il y a le Godzilla de Roland Emmerich qui fait pas partie en fait de cette du canon, voilà, qui a été renié. D'ailleurs, les fans ont décidé que le Godzilla de Roland Emmerich n'était pas le vrai Godzilla. Bon, moi je suis pas un connaisseur des films de kaiju. C'est pas, c'est un truc que je connais pas très bien. Peut-être qu'il faudrait que j'en regarde un petit peu plus. J'ai même pas vu les dernières adaptations, la même états-unienne en date. Mais voilà, donc pour moi Godzilla, ça a toujours été le film de Roland Emmerich et c'est triste. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que les fans de la saga considèrent que c'est pas un vrai Godzilla parce que déjà, bon, il y a toute la symbolique et le sens que porte la créature qui est complètement absent du film, et puis surtout parce qu'il n'a pas, même d'un point de vue technique, il n'a pas les caractéristiques du Godzilla, qui est une créature normalement dont le pouvoir le plus important, c'est le souffle atomique, une espèce de cri. Quand elle pousse son cri, il y a une espèce de grand rayon qui sort par sa bouche. C'est un peu comme un tout. Pokémon. Ouais, bon, non, laisse tomber. Là, vous avez le droit de mettre les commentaires méchants. Là. Voilà. Mais voilà. souffle atomique. Donc, ah oui, attaque, d'accord, ok. C'est comme une attaque, oui. Mais voilà. c'est vrai que déjà, Godzilla ne crie pas comme un éléphant, il me semble. Non. Oui. Ouais. Oui, non. Et on reconnaît aussi dans l'extrait des bruitages qui sont empruntés, je crois, à des créatures de Star Wars, j'ai l'impression. Mais, on dirait le cri de Yoda, en fait, quand il se bat contre Palpatine. Ah bon. Fait... Non, mais alors ça, non, justement, c'est le rancor et tout, là. Je crois que c'est d'autres créatures, mais bon. Enfin bref, il y a mais c'est un mélange. Ouais.
c'est compliqué. Donc, je vais pas, pour vous résumer l'histoire, mais bon, il y en a. Ah oui, s'il te plaît. Voilà, mais bon, donc en gros, le film s'ouvre sur un générique assez long où on voit les essais nucléaires menés par Jacques Chirac en Polynésie française. Et on entend la Marseillaise. Voilà. Et on croit comprendre à ce moment-là que vraisemblablement il y a des lézards et des œufs de lézard qui auraient été contaminés par les retombées radioactives de ces essais nucléaires. Et on imagine que c'est de là que vient Godzilla. Et puis Godzilla est français, donc. Voilà. Fierté. Voilà. Cocorico. Fierté française. Voilà, donc toujours important de raconter, d'avoir le message écologique le plus fort dans ton générique d'introduction, parce que comme ça, on est sûr que c'est torché et qu'après, on va pouvoir faire que de la merde. Voilà. Donc là, c'est voilà. Et donc après, on va suivre. Voilà, donc après il y a des trucs très caractéristiques là, New York, 1900, tel endroit, enfin tu vois, ce genre de trucs qui était à la mode là dans les années 2000, même si on n'y est pas encore tout à fait dans les années 2000. Et donc là on va suivre différents protagonistes, alors notamment un scientifique qui s'appelle Nick Tatopoulos, donc qui est Ferris Bueller. Tatopoulos. Oui. Ding, 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 ding. Oui, bien ça sûr. vous rappelle quelque chose, je pense. Oui. On en a déjà reparlé, mais rafraîchis-moi la mémoire. Là, Tatopoulos, c'est le réalisateur du 3e Underworld. Exactement. La Nuit des Lycans. Oui. Et c'est surtout... Le soulèvement des Lycans. Le soulèvement, pardon. Attends. Et ce Patrick je suis complètement surexcitée, je suis sobre, je dois le dire, désolée. Mais Patrick, c'est lui qui anime Godzilla. Ah ouais. Donc en fait, ils ont pris son nom, et son nom est une joke. Mais il y a plein de jeux avec les noms. Oui, Non, mais juste avec le sien. Tatopoulos, Oui, mais il y a aussi le gars, il s'appelle Caïman, il y en a un autre qui s'appelle tel machin, après tous les Français ils s'appellent Jean quelque chose, tu vois. Donc on a quand même, mais réussi à faire un pont entre Godzilla et Underworld sans le vouloir. Ne nous remerciez pas, surtout. C'est pas choisi, hein. On n'a pas choisi pour ça. Les cerveaux malades. C'est l'inconscient. Ouais. Ah bah là c'est fort. Donc incroyable. Le Nick Tatopoulos, lui, il fait des recherches sur les vers de terre. La nuit des vers géants. non loin de Tchernobyl. Et comme il y avait personne de plus qualifié que lui, il y a l'armée américaine qui vient le chercher pour enquêter sur une nouvelle créature qui vraisemblablement serait. Mais ça, ce qui est bizarre, c'est qu'il s'en doute pas, mais qui ressemblerait quand même à un gros dinosaure parce qu'il a des grosses empreintes de pieds, de pattes, et donc ils vont chercher le mec spécialisé dans les vers de terre, voilà, pour essayer d'avancer un peu sur le dos. Voilà. Mais ça, c'est le début. Et puis il y a Jean Reno qui arrive aussi à ce moment-là. Donc Jean Reno qui se fait passer pour un mec d'une compagnie d'assurance. La Rochelle. La Rochelle Assurance. C'est absolument pas clair parce qu'il est sur une espèce de scène d'endroit qui est classé, quoi, tu vois. Il est sur le toit d'un building avec les majors de l'armée américaine. Non, mais ça, c'est attends. Il y a le mec de l'assurance qui est là. Voilà, pour remplir des dossiers. C'est ça, c'est-à-dire que c'est une scène classée et tout, l'armée américaine, machin. Il y a un dinosaure qui est né, quoi. Puis il y a un mec d'une assurance. Et on le laisse. On lui dit oui, monsieur, il n'y a pas de problème. On vous rappellera. Et voilà. Et donc après, on va à Manhattan, et puis c'est là que finalement Godzilla va choisir lieu de villégiature. C'est Manhattan qui va choisir comme lieu de villégiature. Il va en faire son nid et pondre dans le métro. Voilà. Mais alors ça, au niveau des dimensions, c'est incompréhensible. Et donc là, c'est le premier vrai acte du film. Au début, c'était l'introduction. Et là, le premier acte du film, c'est la chasse aux dinos dans New York. Et donc là, il y a des centaines de milliards d'hélicoptères qui essayent de mettre un missile dans cette bête qui fait la taille d'un building. Personne n'y arrive. Il casse tout. Voilà. Il casse tous les buildings. Et on n'est pas passé loin du point 11 septembre quand même. Oui. On est vraiment pas. Alors il y a une ref chelou dans le film où il dit c'est comme avec les deux tours et tout, mais sauf que c'est en 98. Donc ça c'est tous les théoriciens du complot s'en donnent à cœur jour. Non, c'est pas vrai. J'en sais rien, mais en tout cas il y a de quoi.
Mais c'est vrai qu'il dézingue tout. Voilà. Il Donc, respecte pas. il détruit tout et puis Nick a une idée. Il fait un test Clear Blue sur le sang de la bête et il dit Mazette elle est enceinte. Et donc c'est pour ça qu'elle est énervée. C'est pour ça qu'elle est énervée. Et donc il dit en fait vous êtes dans la merde parce que Godzilla elle est enceinte et elle a dû probablement pondre ses œufs pas trop loin. Donc il faudrait peut-être penser à aller s'occuper de ce problème. Personne ne s'en occupe. Et là c'est le deuxième acte du film, c'est la chasse aux œufs avec la DGSI, avec Jean Reno. Voilà. Si vous savez pas quoi faire pour Pâques. Parce que il faut savoir que Jean Reno a honte des essais qui ont été menés en Polynésie française et donc par culpabilité, il mobilise l'armée française, la DGSI pour venir enquêter sur Godzilla. C'est pas clair. Pas clair parce que c'est tout en étouffant quand même le secret, quoi, on va dire. Oui. Voilà. Ouais. C'est pour la fierté de la France. Pour la fierté de la France. Donc merci Jean Reno. Merci. Et voilà. Et alors en parallèle de tout ça, évidemment. Il y a un love interest parce que donc il y a ce personnage de wannabe journaliste Audrey qui est donc l'ex de Nick Tatopoulos et donc quand elle le voit à la télé comme c'est un personnage qui est bien écrit, elle voit Nick à la télé et elle se dit quand même il était bien ce garçon et en plus ça tombe bien il est à New York et ils se croisent par hasard et ils vont ils vont à la chasse aux œufs ensemble, voilà, et donc à la fin tout le monde est content, les bébés Godzilla meurent. Mais c'est un peu triste quand même. C'est triste, mais tout le monde est content. Les militaires pleurent de joie et le spectateur aussi. Voilà, c'est de soulagement. Ça dure 2h30 quand même. J'ai précisé. Très très long. mais il y a beaucoup de péripéties. Voilà, il y a beaucoup de péripéties. Alors. Il y a quand même dans ce film un problème de rythme en toute objectivité, c'est-à-dire que ça pourrait quand même, parce que c'est un film qui regarde quand même beaucoup du côté de Jurassic Park, beaucoup plus que du côté de Godzilla, la créature, le kaiju, et il y a toute la deuxième partie du film qui se passe dans le métro, dans les souterrains. En fait, c'est une espèce de rip-off de Jurassic Park et de la scène des raptors, en fait, mais en moins bien, en moins cher. Ouais. Voilà. Il y a les mêmes gags, je tiens à dire. Il y a exactement les mêmes gags que dans Jurassic Park. Bah oui, non, sauf que tu vois, la deuxième fois, voilà. Et donc non, c'est vraiment raté parce qu'en fait, entre ces deux parties de film, la chasse aux dinos, enfin la chasse à Godzilla, puis la chasse au bébé Godzilla, entre ces deux parties-là, il y a tout un moment où le film se pose et il y a des théories du complot où on apprend que la DGSI est là et tout ça, et ça dure assez longtemps, ça dure une bonne demi-heure et ça casse complètement le rythme du film qui est censé quand même être un no-brainer, blockbuster, tout ça, et donc c'est quand même très chiant d'avoir ça au milieu, et je pense que c'est pour ça que quand j'étais gosse, j'allais jamais jusqu'au bout du film. Voilà, donc c'est très très raté, mais il y a quand même pour l'époque des effets spéciaux qui sont un peu corrects, en tout cas sur la créature, quoi. Voilà, ça n'a pas grand intérêt, si ce n'est quand même de nous donner envie de nous replonger dans la filmographie de Roland Emmerich, qui donc sortait d'Independence Day et après est allé réaliser des chefs-d'œuvre comme 2012 par exemple. Voilà. Donc curieux personnage, Roland Emmerich, un réalisateur allemand venu faire très rapidement coopté par Hollywood et venu réaliser tout un tas de blockbusters. C'est un peu le mec qui se... Réalisateur allemand à Hollywood, un film à New York d'une adaptation d'une œuvre japonaise. Ouais, non, mais ça pouvait que bien se passer. Et non, il y a eu une rivalité dans les années 90-2000 entre Roland Emmerich et Michael Bay, qui étaient les deux artisans du blockbuster frénétique hollywoodien. Effectivement, il y a des similitudes dans les... on va dire en termes de finesse, mais je dois reconnaître que j'ai un faible pour Roland Emmerich. Voilà. Donc non, c'est de la merde. Voilà, c'est vraiment c'est un film de merde. Je sais pas quoi vous dire, mais c'est rigolo. On a bien ri. Oui. Lélé, t'as bien ri, toi. J'ai bien. Il y a deux Jean-Pierre, scènes, Jean-Luc, tout ça. Quelques scènes que j'ai trouvées vraiment intankables. Il y a une scène en hélicoptère de piou 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 boum 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 qui dure, je pense, un bon quart d'heure, qui est
affreuse. Et il y a la même scène avec un taxi qui fait vroom 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 à la fin. Elle est très, vachement très bien. longue aussi. Vachement bien quand ils électrocutent la-dedans. Là. Ah, ouais. Quand Godzilla va chez le dentiste. Ouais. Ah, c'est vachement bien. Ouais, c'est très vachement sympa. bien. Ouais. Oui, non, mais moi je suis d'accord, j'ai pensé direct, je me suis direct dit, mais c'est Jurassic Park en vraiment gaze, quoi, c'est nul. Hein, Et la fin dans le stade, c'est les scènes où les gamins se planquent des raptors dans Jurassic Park, c'est les mêmes gags, c'est la même chose. Mais en naze avec la DGSI, les Jean-Michel, Jean-Jacques et tout, quoi. Il n'y a pas de Jean-Jacques. Il n'y a pas de Jean-Jacques, pardon. Non, il y a Jean-Luc, Jean-Pierre, Jean-Philippe. Ouais. Mais oui, non, et puis what the fuck, la DGSI, le fait de rattacher ça aux essais nucléaires français, il a une idée, quoi. Il a failli en faire un truc, mais... c'est-à-dire que j'ai quand même vu qu'il est militant écologiste. Ça se voit pas de fou en vrai. Pour lui, mais... c'était très important de rattacher Godzilla au désastre écologique qu'ont produit les effets nucléaires européens. Et sauf particulièrement que l'arc de rédemption de la France de la DGSI de Jean Reno... Il part avec la VHS à Level Opéré. Ouais. Et voilà, c'est tout. Et voilà. Ciao. C'est Jean. ciao bye. Ouais, non, toi Camille, ça t'as adoré toi. Ça m'est tombé des mains, vraiment. Non, parce que je l'ai regardé sur mon ordi et ça faisait longtemps que j'avais pas vu un film qui me donne vraiment l'impression de devoir faire un devoir que j'ai pas envie de faire, quoi. Et vraiment, je l'ai regardé en 6 fois, je pense. Et c'était, mais effectivement, il y en a pour l'argent. Enfin. Oula, on en a pour son argent. Je me suis dit qu'on a 10 ans et qu'on y va avec les parents et les copains manger du popcorn. C'est long, 2h20, mais c'est ressenti, je sais pas, 4 heures, quoi. Enfin, il se passe plein de trucs, machin, il y a plein de personnages et tout. Moi, ce que je trouve incroyable, c'est la ville de New York qui est vraiment pas respectée. Enfin, ils s'en foutent, quoi. Oui, il y a aucun discours. C'est moche. Ils disent juste, non, pas l'Empire, pas le Chrysler Building. Bon, ils pètent le Chrysler Building. Et ils pètent des monuments historiques de New York. Oui. Et je dois dire que au bout d'un moment, ce que j'ai trouvé insupportable, c'est les allers-retours poste de commandement et homme sur le terrain. Oui. Parce que ça, je pense que ça arrive 18 fois dans le film. Oui. Et j'ai eu quand même 2-3 fous rires quand il y a eu parce qu'au bout d'un moment, moi, je pense que même les acteurs étaient pris en otage. Il y a une scène où grosse séquence sous-marine, machin, dans le Hudson River, j'imagine, où quand même on perd des hommes dans un sous-marin explose et tout ça, donc je sais pas, c'est un truc choquant, quoi. Et la réaction du commandant, vraiment, je l'ai noté dans le carnet, c'était vraiment fou rire parce que il fait juste un truc comme ça, genre en mode c'est voilà, quoi, c'est fait. Je dis là, non mais c'est pas possible, même eux ils en ont ras le bol, tu vois. Mais tout le monde est nul à chier dans ce film aussi. Stratégies, c'est tout le monde est mauvais. Très c'est non. En fait, ils se rendent compte qu'ils n'arrivent pas à le cibler avec des missiles parce que. Au bout de la 15e fois. Parce qu'il est trop froid. Mais ils ont déjà pété 15 immeubles avant. Non, mais surtout que même s'il est froid, je veux dire, à la limite, il est tellement gros que tu n'as pas besoin. Ah non, ça passe. Mais non, je sais pas, ils font exprès de louper. Et l'insulte cinématographique continue vraiment à la toute fin du générique parce que, déjà, il y a une scène, effectivement, où on est censé être un peu triste peut-être pour Godzilla, on ne sait pas pourquoi. Parce qu'on n'avait aucune empathie pour l'animal jusqu'à sa mise à mort, où là il y a 2-3 violons avec la pluie, mais alors vraiment des torrents de pluie. Son petit œil qui se ferme comme ça. Mais je sais pas si vous avez réalisé les hectolitres qu'il fallait en eau. Ils sont, j'ai jamais vu ça, une pluie au cinéma où on ne voit aussi peu ce qui se passe derrière. Enfin, je sais pas, tout le budget était là-dessus, j'imagine. Et dans le générique, ça continue la bousinerie avec quand même un morceau signé, c'est Cachemire. Signé P. Diddy. Ouais. Et Jimmy Page, l'histoire m'aura appartenu. Et le feat des enfers. Ouais. Et ensuite, il y a une reprise, ou plutôt une insulte de Heroes par The Wallflowers, illustre groupe que personne ne connaît, qui est, mais j'étais là, genre, c'est pas possible, quoi.
jusqu'au bout du bout. Ça s'inscrit dans la grande tradition du film du début des années 2000, hein, avec la reprise rock néo-metal d'un classique rock. C'est dramatique. C'est de sombres années, hein. Mais j'aime bien m'y replonger de temps en temps. J'aime bien. Toi, Lola, ça t'a rappelé ton enfance aussi? Oui, mais moi surtout, je me suis demandé, mais où est Christian Clavier en fait? Ouais. En 93, on avait vu ce duo magnifique dans Les Visiteurs, quoi. Enfin, pourquoi en 98, Roland Emmerich il jouait un bébé Godzilla. Voilà. Il est dans un des œufs, apparemment. Dans un des œufs. Mais non, j'ai pas grand chose à rajouter, si ce n'est que moi j'avais noté que donc pour la prononciation quand même en japonais c'est Gojira et donc le groupe métal, le groupe de métal français, le groupe métal. Non, Gojira qu'on connaît, qui est né en 96, s'appelait à la base Godzilla pour la créature japonaise. En hommage à Roland Emmerich. Non, et figurez-vous qu'à cause de Roland Emmerich, ils ont dû changer de nom parce que Emmerich en 98, donc 2 ans après la création du groupe, il a fait une franchise de Godzilla et du coup ils n'ont pas pu garder ce nom-là. C'est pour ça qu'ils sont retournés vers le mot originel de Gojira. Et voilà, j'avais noté ça, je trouvais ça intéressant. Petite cocorico. Voilà. Mais non, sinon, moi comme Thomas, j'ai pas vu le film de C54, je crois. Malheureusement, je l'ai pas vu. Je vais peut-être le regarder. Il y en a. Oui, mais l'original. Voilà. Et j'avais vu que celui-là, donc c'était un peu ma référence de Godzilla. Donc au secours. Et oui, là, en le revoyant maintenant, c'est complètement vidé de tout sens historique ou politique. Enfin, c'est vraiment mauvais. Hein. Et puis c'est encore un énième film où les ricains sont les héros en faisant des caricatures des étrangers qu'ils amènent dans leur film, à savoir les Français. Bon, c'est pas. Et puis voilà. Enfin, moi, je trouve que ça fait film avec qui expriment des peurs xénophobes quand même. Enfin, il y a un truc. Bon, voilà. Après, je sais pas si Roland Emmerich a pensé jusque-là. Sans doute, ce sont des peurs inconscientes, mais je me suis dit waouh. Ouais, mais il y a aujourd'hui, des blagues, ça résonne quand même. Il y a des blagues sur les croissants et tout. C'est pas quand même ça. Non, mais il y a des blagues sur qui vont nous remplacer en se reproduisant. This is not coffee, this is America. C'est des trucs. Moi, je trouve. Oui, et puis il y a une peur aussi. Before it was cool. Hein. Ouais. Il y a aussi une peur de la fluidité, je pense, des genres, parce que il y a quand même toute une info sur Godzilla qui est en fait hermaphrodite. Oui, mais ils disent asexuel. Je pense qu'ils utilisent des mots qu'ils comprennent plus. Là, c'est genre. Ils disent quand tu fais le clear blue. Là, c'est l'oncle dit. Effectivement. Cette scène d'aller chercher dans un petit délit. Genre un 7-Eleven. Des trucs de Clear Blue là. Je dis mais c'est pas possible quoi. Enfin, c'est vraiment les mecs qui connaissent rien quoi. Enfin, c'est la honte. Ils mettent ça dans le sang en plus. Vous vous rendez compte quand même du niveau du truc. Hein. Bon. Ouais. C'est. En plus, je comprends pas comment Godzilla enceinte peut manger du saumon cru. Ah bah oui. Excusez-moi, mais il y a un problème. Très bien. Normalement, c'est pas bon. C'est contre-indiqué. Ouais. Ça, c'est leur super strat pour la série, on en a pas parlé, mais ils mettent juste des tas de poissons dans Manhattan. Des truites. Ouais. Et après, ils tirent. Non, mais... Déjà, je savais pas qu'il y avait des truites à New York. J'en apprends tous les jours, mais pourquoi pas. Militant écologiste, il parle pas de l'état de l'Hudson, en tout cas, le man. Ah ben non, mais attends, militant écologiste, tu fais Godzilla... Il fait passer des sous-marins. Donc... tu fais Godzilla 98 où tu pètes tout, tu dépenses des kilos de fric et tu vides des... Enfin, je veux dire, c'est évidemment... la vision du militantisme écologique par Roland Emmerich, quoi. Ouais. Attention. J'ai dit 54 films. Non, il y en a un peu moins de 40, ouais. Mais en tout cas, voilà. C'est beaucoup quand même. Après, des récents, il y a Shin Godzilla qui est très très bien, qui est sorti il y a quelques années là. Godzilla Minus One. Ouais, ça se sent pas aussi. Il paraît que c'était pas mal. Godzilla versus Kong.
Ouais, Godzilla alors. versus Kong. Ouais. Oui, bon, ça après. Tout sauf celui qu'on a vu, quoi. Non, mais c'était une madeleine. Alors voilà, il y avait le choix de faire le Aliens de Cameron, mais bon, on s'est dit que probablement celui-ci, les gens avaient dit beaucoup de choses dessus et que on serait probablement sanctionné pour nos inexactitudes, alors que Godzilla de Roland Avec Emmerich, qui l'a fait, on n'en a celui-là rien à secouer, donc on peut faire ce qu'on veut. Voilà. Jusqu'à ce qu'on ait des commentaires de R. Emmerich. Ouais, c'est ça. Bah écoute, Roland, ça pue la merde. Ton Godzilla, voilà. C'est cata. Ouais. Et non, et allez voir si vous l'avez pas vu, parce que c'est des barres de rire aussi. Il faut regarder Independence Day. Je pense que c'est au-dessus. Peut-être que j'en parlerai un jour, mais c'est au-dessus de Godzilla en termes de tout, en fait. Voilà. Et non, par contre, vraiment, un point sérieux, ce qui est quand même dommage dans ce film, parce que ça aurait pu effectivement être... Il y a un problème de rythme et tout, j'en ai parlé, mais il y a aussi un problème de personnage. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun des... Parce qu'on parlait de Jurassic Park et tout. On peut aimer, ne pas aimer Jurassic Park et le cinéma de Spielberg, mais Spielberg arrive toujours, à créer une espèce de... à faire des films un peu familiaux. On se rattache à des personnages qui sont certes archétypaux et tout ça, mais en tout cas, c'est un peu écrit, il y a un peu de substance. Là, il n'y a aucun des persos qui a quoi que ce soit. Enfin, je veux dire, il y a le personnage le plus développé, le plus creusé, c'est le personnage de Nick Tatopoulos, qui est censé être le personnage principal. Ce mec, on ne sait rien de sa vie, à part qu'il a eu une meuf et que vraisemblablement, il est vaguement scientifique, quoi. Mais bon, quand on le voit utiliser un test de grossesse pour faire de la recherche sur un dinosaure... c'est vrai et qu'il a signé le soulèvement des licornes. Voilà, merde. On perd nos repères. Voilà. Donc non, c'est vraiment dommage, quoi. Il manque un truc de ce point de vue-là pour que le film soit... du maire de New York est super aussi, je trouve. Ah oui, lui il est exceptionnel. Échappé d'un Tim Burton. Ouais, c'est super. Ouais. Voilà. C'est Jean Reno qui porte le film, en fait. Mais, ouais. Bon, bah écoutez. C'est triste, mais on va finir là-dessus. On va finir sur Godzilla de Roland Emmerich. En attendant, merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Ça fait toujours plaisir. Et puis, avant de se quitter, on va faire les recommandations, ou les conseils, ou les pensées. Ouais. Toujours plus vaste. Mais c'est très très vaste là, ouais. Qui commence? Non, mais déjà, les œufs, vous les préférez comment, vous? À la coque. Ah. Alors, on a la coque. La coque, c'est très très bon. C'est vrai que c'est sous-coté. Avec les mouillettes, quoi. Ouais, avec les mouillettes, c'est œufs à très la bon. coque. Ouais. Moi, j'aime bien pocher en vrai, mais ça, c'est un peu le truc. C'est hyper difficile à faire. Ouais, Moi, je sais pas faire très, ça. Très bon, très très bon. Le gars, quoi, les œufs pochés. Pochés. C'est Quel excellent, bourgeois. les œufs pochés. Mollet, c'est bon aussi. Ah, Mollet, c'est très bon, ouais. Et toi? Moi, c'est les œufs à la coque, hein, je dis sous-côté à mon sens. C'est familial. les œufs à la coque. Eh oui. Petite mouillette et tout, là. Ouais. Avec le trou la bite. Putain. C'est reparti. Ah, Brice, tu me couperas cette merde. Hein. Non, mais c'est ça, de faire des thèmes aussi qui n'ont pas de sens, tout ça, pour oui. parler de Angel's Egg, qui est quand même une espèce de poème. On n'aurait pas pu faire de la poésie? Non. Bon, qui s'y colle en premier? Qui s'y colle? Moi, je peux. Hein. Vas-y, Lélé. Allez. Moi, c'est une reco extrêmement nostalgique. Ouais. C'est un jeu flash, je sais plus vraiment si c'était un jeu flash, mais je crois que j'y jouais quand j'étais petit en mode jeu flash, page Marine internet. Mania. Non, c'est Samorost. C'est un jeu qui est développé par Aminata Design et il est dispo gratuitement sur internet. Et en fait, c'est un espèce de point and click énigme avec un petit personnage sur une planète perdue qui doit retrouver son vaisseau pour partir. Il me semble que c'est ça l'histoire. Mais c'est vraiment comme Marine Mania. Ok. Je ne confonds pas avec Marine Malice. Marine Malice. Ah oui. Et en fait, c'est beaucoup de petites maquettes et d'aplats de forêts et de décors, le jeu, et c'est magnifique. Et je m'en souviens très bien de quand j'étais petit. Et j'ai redécouvert récemment son existence et le fait qu'il était disponible gratos sur Steam et tout, quoi. Ouais. Un peu comme Adibou aussi. Non, là, c'est vraiment un autre délire. Non, Lola, non. Amanita Design, c'était
C'est le studio qui a fait. Ah oui, comme Alexandra Lederman, bien sûr, évidemment. Ah, j'adore. Putain, j'ai tellement joué. Amanita Design, c'est le studio de Crix et Machinarium. Ah bah oui, Machinarium, oui, Banger aussi. Ouais, voilà. Ok. Et ben moi de mon côté, bon c'est une reco, mais bon tout le monde connaît. Mais moi je connais pas, je suis passé à côté du grand œuvre de Ryan Murphy, American Horror Story. Je suis en plein dedans. Alors là je suis dans la première saison que j'avais déjà vue à la fin, mais c'est vachement bien. Et je conseille, si vous voulez vous y remettre, en tout cas, si vous n'avez pas vu, il y a un très bon épisode de Discordia qui classe les saisons les unes par rapport aux autres. Ça permet de prioriser celles qu'on veut voir. Voilà, donc non, American Horror Story. En fait, c'est quand même, je préfère cette période de Ryan Murphy que la période monstre là, actuelle, avec laquelle j'ai un peu plus de mal. Quoi. Tu sais qu'il a fait Glee aussi. Ouais, mais il a fait plein de trucs. Et là, ici, il y avait Grotesquerie aussi récemment, là, qui était une série qu'il a. Feud, il en a fait vraiment beaucoup. Ouais, il en a fait énormément. Mais en tout cas, American Horror Story, voilà, pas mal quoi. La première saison. Pas mal, voilà, parfait équilibre entre gêne et drama. Voilà, c'est très bien. Lola. Oui, bah alors moi, je vous ai parlé du topinambour la dernière fois. Non, c'est bon là. Aujourd'hui, Encore un légume ancien qui fait péter. C'est bon, vas-y, lequel? Eh ben non, pas okay. Du tout. Bon, ça va. Je vous parle d'un livre de sociologie. Ah ouais. Wow. Vraiment, c'est chiant à lire. Okay. Voilà. Non, on me l'a offert à Noël et c'est très intéressant. Ça s'appelle 10 questions sur les féminismes noirs. C'est un livre... Non, pas du tout. C'est pas le Bellux. Non, c'est un livre de Fania Noël qui est aux éditions Libertalia et c'est un essai qui aborde l'histoire des féminismes noirs et les grands concepts qui sous-tendent leur lutte. Pour quelqu'un comme moi qui... C'est un peu compliqué à lire, mais c'est un petit livre, voilà, c'est très intéressant. Ça parle de plein de choses dont moi j'avais jamais entendu parler, enfin en tout cas pas comme ça. Enfin, l'espace à soi, l'abolitionnisme carcéral. Enfin, il y a aussi, ça parle de la mémoire la mémoire de l'esclavage. Le rapport au corps, tout ça. Enfin, c'est des thèmes très intéressants. Voilà, c'est ce que je lis en ce moment. Après, voilà. Ouais. Vous lisez ce que vous voulez. En toute simplicité. En toute simplicité. Après, il y a Titeuf. Si vous voulez lire Titeuf, vous pouvez y aller, mais bon. Voilà. Et il y a le topinambour toujours. Je maintiens. Le velouté. Ça suffit, ça. Un peu de roquefort. Bon, Camille. Oui, alors moi, dimanche dernier, enfin, vous savez, c'était pas dimanche, mais bref, j'étais à un concert où j'ai vu en première partie du concert un groupe de Cold Wave français, très connu dans les années 80, qui s'appelle Casse Product, mené par une chanteuse incroyable qui a fait un slam, c'est comme ça qu'on dit ? Oui. Qui a fait un slam. Elle a 66 ans, sans vouloir insulter son âge. Et je trouve que c'est quand même incroyable de réussir à faire ça. Et je vous conseille surtout d'écouter leur album qui est sorti en 1982. Ça ne nous rajeunit pas. Mitterrand. Try Out. Voilà. Si vous aimez la Cold Wave, écoutez ça, c'est vraiment super. Voilà. Ah ouais, Try Out de Casse Product. J'ajoute. Oui. Eh ben oui, voilà, on ajoute. Et d'ailleurs, vous aussi, ajoutez l'horreur du dimanche. Oh, ah oui. C'est subtil pour une fois. Eh ben oui. Non, c'est important de mettre des commentaires et des étoiles et tout ça parce que ça permet de. Léo, il l'a pas dit. Ça permet de. De quoi? T'as dit, t'as Il a dit son petit jeu. Si, c'est un petit jeu qui ressemble à Adibou là. Le Adibou. Ah là là, dès que j'ai un moment de faiblesse, plus personne me respecte. Ah non, vas-y. Voilà. C'est important de mettre des étoiles, c'est important de mettre des petits commentaires parce que ça permet au podcast de garder de la visibilité, voire même d'en gagner, ce qui n'est pas pour nous déplaire. Voilà. On se retrouve dans
2 semaines avec un invité mystère. Et puis en attendant, on vous dit Roland Emmerich. Mon rêve. Mon cauchemar. Sans vouloir l'insulter, mon cauchmar. Écoute, je suis sûr Si on parle de tout sauf de son film, moi ça me va. Je suis sûr qu'il est Hello sympa. Roland. Ah bah, il m'a fait qu'il morde. 2h20 de ma vie. Ouais. Le trauma la cicatrice restera béante pendant un moment, je pense. On me le reprochera. On m'a reproché le pacte des loups déjà, mais je crois qu'avec Godzilla, j'ai frappé plus fort. Ok, merci. Et puis, on vous dit à dans 2 semaines et Ouais. des bisous quoi. Oui. Ciao, Allez, ciao. ciao. Bisous. Ciao.